bonjour à toutes et tous. Et c'est un plaisir de vous accueillir pour cette masterclass donc, qui a lieu dans le cadre de l'exposition African Workplaces. Donc pour l'Espace Mendes France, c'est chaque année, on s'associe au festival Filmer le Travail pour des événements, que ce soit des expositions ou bien des conférences, avec évidemment des projections. Et donc cette année, en partenariat avec l'Institut des Afriques, qui nous a sollicité pour accueillir cette belle exposition. Donc en plus, ça rentre pour nous dans un cadre de conférence que nous avons avec le laboratoire Migrinter, donc Migration internationale de l'Université de Poitiers, où depuis maintenant 2 ans, on tisse un peu le fil autour de art et migration. Donc en fait, cette exposition tombe à point nommé sur ce programme de réflexion qui va continuer. D'ailleurs, la prochaine date, c'est le 2 mars. Vous êtes conviés, c'est sur l'histoire culturelle des musiques avec 2 spécialistes et avec un concert de Faiza Kadour qui reprend Colette Mani. Donc voilà, vous êtes évidemment invités. Et donc pour cette masterclass, donc, qui s'intitule Le travail en images combiné recherche, vidéo et photographie, c'est un petit peu la manière dont vous avez justement travaillé sur cette exposition que vous avez vue. Elle est à la fois et photographique et avec des vidéos, donc vidéos qui ont été faite par Tom Durand, avec en montage Guillaume Tri de la télé 1000 Vaches, c'est ça, du plateau de 1000 Vaches, bon, peut-être vous préciserez. Et donc 2 chercheuses qui sont à l'initiative de ce travail. Donc Constance Perrin-Joly, chercheuse en sociologie et directrice de l'IFSRA à Ouagadougou, donc qui peut-être nous précisera ce qu'est l'IFSRA, et Chloé Josse-Durand, politiste laboratoire des Afriques dans le monde, rattachée au LAM à Bordeaux et à l'IFRA, donc à ne pas confondre avec l'ISPRA, et donc voilà, qui vont un peu nous raconter aussi la façon dont elles travaillent entre recherche et une approche photographique. Et je leur laisse la parole et nous aurons évidemment un temps d'échange avec vous. Merci. Merci beaucoup de nous accueillir. Merci à tous et toutes d'être ici avec nous ce soir. On a décidé de commencer par se représenter rapidement parce qu'effectivement, il va falloir préciser IFSRA, IFRA, voilà, pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Et puis ensuite, on déroulera la présentation comme ça. Là, vous sentez le côté enseignant, quoi. Voilà, avec le petit PowerPoint. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a que des images. Donc moi, je profite du fait que j'ai le micro pour me redonner quelques éléments. Du coup, je suis sociologue du travail. Je suis maîtresse de conférence à l'université Sorbonne Paris-Nord et depuis le mois de septembre, j'ai pris la direction d'un institut de recherche associatif à Ouagadougou qui s'appelle Institute for Social Research in Africa, donc le IFSRA vient avec le S. Et j'ai essentiellement travaillé sur l'Éthiopie, sur le travail en Éthiopie. Bonsoir. D'accord, bonsoir, excusez-moi. Merci à toutes et à tous d'être venus si nombreux. C'est un plaisir de pouvoir présenter le projet d'expo et discuter de nos expériences croisées avec vous. Donc, je m'appelle Chloé Josse-Durand. J'ai une thèse en sciences politiques que j'ai fait à l'IEP de Bordeaux et au LAM, qui est un laboratoire de recherche spécialisé sur les questions politiques en Afrique, mais pas que. Et moi, je travaille sur l'Éthiopie et le Kenya. Et en fait, je suis venue à la question ouvrière par mes terrains dans les plantations de thé, des hauts plateaux du nord-ouest kényan. Et au début, je m'intéressais à la politique locale, aux élus locaux, au rôle des femmes en politique. Et je me suis finalement intéressée à l'électorat donc, de ces personnes qui étaient les ouvriers et les ouvrières des plantations. Donc c'est comme ça que j'aborde la question du travail au départ et on pourra en parler tout à l'heure plus en détail. Bonjour, merci d'être là. Moi, je m'appelle Tom Durand. Je travaille comme opérateur de prise de vue en documentaire ou sur des courts-métrages ou sur des clips ou comme technicien image pour la télévision. Et j'ai accompagné ma sœur Chloé sur son travail de recherche. Et la question ouvrière m'intéresse aussi, même si je ne suis pas chercheur en sciences sociales. Et j'ai rencontré mon condisciple à l'école à l'INSAS, puisqu'on a fait moi j'ai fait une formation en prise de vue, il a fait une formation en montage. Et suite à ça, j'ai fait une année en réalisation documentaire à l'INA, à Paris, autour des archives et le traitement des archives.
Et donc bonjour, je m'appelle Guillaume. Comme il vient de le dire, on s'est rencontrés à l'INSAS alors que je faisais des études de montage, que j'ai complétées avec des études scénaristiques. Et à peu près au moment où a commencé la collaboration autour de ce projet, j'étais en train de faire un virage de la fiction vers le documentaire. Et je suis maintenant installé dans le pays limousin, à Faux-la-Montagne, avec l'association Télé 1000 Vaches, avec laquelle je réalise des reportages et des documentaires. Et j'anime également des ateliers d'éducation populaire, aussi bien autour de la réalisation de films que l'éducation aux médias et à l'information de manière générale. Donc par rapport à... Voilà, j'ai vu tout à l'heure qu'était citée l'association dans laquelle je travaille actuellement sur la fiche de présentation, le fameux PowerPoint. Ce n'était pas dans le cadre de mes activités avec Télé 1000 Vaches que j'ai fait ce travail. C'était en parallèle. Ça me semblait important de le préciser puisque les activités de cette association sont autres, quand bien même forcément ça vient se nourrir. Voilà. Alors on s'est dit qu'on allait prendre d'abord quelques minutes pour vous présenter l'exposition. Donc pour ceux qui l'ont déjà visitée, voilà, vous allez retrouver des informations qu'on vous a déjà données. Vous inquiétez pas, la suite sera beaucoup plus innovante. Cette exposition, elle est d'abord issue d'un double projet. Je vais laisser Chloé présenter le premier projet historiquement qui est à l'origine, en tout cas de notre rencontre, et puis ensuite de l'exposition. Donc, comme je vous l'ai dit, moi j'ai soutenu ma thèse au LAM, le Laboratoire des Afriques dans le monde, en 2016. Et à la suite de ma soutenance, j'ai eu un poste de chercheuse à l'IFRA, Nairobi, donc l'Institut français de recherche en Afrique, à Nairobi, qui est un institut de recherche publique chapeauté par le CNRS et qui sert de plateforme à des recherches dans des régions où la France était historiquement moins présente, donc par exemple l'Afrique de l'Est. Dans ce cadre, j'ai monté un projet de recherche qui s'appelle Afrique ouvrière, au pluriel. Donc l'idée du pluriel, c'était d'essayer de montrer la diversité du travail et des réalités ouvrières en Afrique de l'Est et de les questionner. Et pour ce faire, donc comme je vous l'ai dit, moi je partais des plantations de thé et donc je reviens rapidement sur ça. Et je me demandais, voilà, quand ces élus locaux que je suis sur le terrain sont élus, en fait, est-ce qu'il y a un vote de classe ? Est-ce qu'on a un vote ouvrier dans ces choix politiques locaux ? Est-ce que voilà, dans ces plantations immenses de thé, il y a des espaces de mobilisation collective, de discussion syndicale et de choix collectifs faits en faveur d'un élu ou au détriment d'un autre en fonction de ses promesses électorales, et notamment de ses promesses en termes d'augmentation de salaire, de combat contre les patrons et d'amélioration des conditions de travail. Donc c'était ma question. Et est-ce que l'idée de classe ouvrière et d'ouvrier même pouvait s'appliquer à l'Afrique ? Ce concept finalement né d'une réflexion sur l'industrialisation en Europe, est-ce que ça s'applique à des réalités du travail africaines ? Et donc c'était aussi cette question qui m'intéressait. Donc dans cette idée d'Afrique ouvrière, on a mobilisé un réseau de chercheurs, puisqu'on réfléchit toujours mieux à plusieurs cerveaux. Et c'est comme ça qu'on a créé une école thématique CNRS, qui est en fait 3 jours de rencontres entre chercheurs, où on discute de ces questions. Et c'est à cette occasion que Constance Perrin-Joly, qui est sociologue du travail, donc ma collègue, et qui travaillait à l'époque en Éthiopie, sur les questions en fait, voilà, du salariat, est venue à ma rencontre et m'a dit voilà, moi aussi je travaille sur ces questions en Éthiopie et on a décidé en fait de monter plusieurs choses ensemble, dont cette exposition, mais aussi différents projets que Constance va présenter rapidement. Donc l'exposition que vous avez vue ou que vous allez pouvoir voir pour ceux et celles qui n'ont pas encore jeté un œil, elle fait partie d'un projet plus large qui s'appelle l'ère du photographiable. L'idée de l'ère du photographiable, c'est de questionner en fait ce qu'on regarde, mais du coup aussi ce qu'on prend en photo, ce qu'on a envie de mettre sur nos murs. Donc de considérer qu'en fait le fait de cadrer et de décider que certaines choses valent le coup d'être pris en photo, c'est très socialement et culturellement ancré. Et donc notre intérêt, c'était justement de croiser des regards, partant du principe que les personnes qui prennent les images, d'ailleurs que ce soit les photographies ou la vidéo, c'est aussi en fonction de leur expérience, de leur socialisation, de leur rapport avec le sujet, et qu'on n'allait pas forcément avoir les mêmes regards si on croisait des chercheurs et des photographes, par exemple, ou si on amenait à échanger des personnes qui étaient africains ou des personnes qui étaient plutôt européens ou qui avaient différentes formes de parcours circulant entre ces différents espaces. Pour réaliser cette exposition, et on voulait à la fois croiser les regards et on voulait aussi
du coup se démarquer d'une représentation iconographique héritée sur l'Afrique, assez stéréotypée. Alors je vais reprendre les termes de Tom qui disait anti-national géographique, ou en tout cas anti-exotisme ou anti-misérabilisme, pour montrer que l'Afrique, finalement, il y a plein de phénomènes qui sont assez proches de nous, notamment quand on s'intéresse au travail. On y reviendra dans la présentation, peut-être un peu plus précisément de nos parcours. On voulait aussi remettre en question la question de l'informalité. C'est pour ça qu'on était contente d'être invités à présenter dans ce festival Filmer le travail qui questionne justement l'informel, pour dire que finalement l'informalité s'applique assez mal au contexte africain, que c'est un concept qui est pensé au nord et qui nous permet pas bien en fait de penser l'activité de travail telle que nous on a voulu la penser du coup au travers des petits métiers urbains. Pour réaliser cette exposition, en fait, on a fait un appel ouvert. Donc, dit autrement, on a fait un appel à photographie, on avait un comité de sélection et on a sélectionné les photographies sur un certain nombre de bases, notamment sur le fait qu'on voulait voir les activités de travail, qu'on voulait des portraits de travailleurs et travailleuses. Donc, on était plutôt parti sur des photos centrées sur des individus en train de travailler. Et ensuite, la manière dont on a construit l'exposition, elle est vraiment née des photographies qu'on a reçues. Donc il n'y avait pas cette volonté d'être exhaustif, par exemple, de présenter toutes les activités de travail dans les 5 pays africains, je crois, qui ont été enquêtés, mais plutôt avec les différentes photos qu'on avait reçues, essayer de présenter voilà, une panel qui amène à discuter, à réfléchir, qui amène des espaces comme celui-ci aujourd'hui autour du travail en Afrique. Je te laisse présenter peut-être plus précisément l'exposition. Donc cette exposition, on l'a divisée en 3 grands thèmes. Donc, et on l'a appelée African Workplaces, donc les lieux de travail en Afrique, parce que finalement, dans cet appel ouvert qu'on avait fait, ce qui revenait, c'était cette localisation, cette spatialisation aussi des métiers, des travailleurs et des métiers ouvriers qui ressortaient. Donc 3 espaces. Le premier, en fait, les petits métiers urbains, qui présentent en fait plutôt des travaux, des emplois informels, donc de l'Afrique qu'on peut peut-être imaginer, c'est-à-dire des scieurs de chaussures dans la rue, des éboueurs, mais aussi avec un regard sur le travail de la sphère privée, qui est le travail domestique, plutôt réalisé par des femmes en Afrique comme ailleurs. Donc il y avait cette idée-là de revenir sur ces métiers plutôt de l'informel dans cette première section. Une deuxième section qui revient un petit peu sur l'ouvrier africain comme on peut l'imaginer, c'est-à-dire l'ouvrier agricole, l'ouvrier rural. Donc on fait une plongée un petit peu plus dans la campagne, où on s'intéresse aux ouvriers et aux ouvrières des plantations de thé, des plantations de fleurs, des plantations viticoles, des plantations d'algues à Zanzibar aussi, une activité parfois un peu moins visible aussi dans l'iconographie, canne à sucre, plus voilà. Et en fait, ce qu'on retrouve aussi dans cette section, c'est la forte division genrée du travail, où on a des hommes qui effectuent certaines tâches, donc comme très difficiles physiquement, comme la coupe de la canne, comme la taille des buissons de thé, et des femmes qui effectuent des tâches plus minutieuses, la récolte d'algues, par exemple, ou la culture de l'algue. Donc on a aussi encore une fois ces tensions un petit peu de genre dans les répartitions des métiers ouvriers. Mais ce qu'on a voulu mettre en valeur aussi dans cette section, c'était le fait que le travail agricole, il est aussi peut-être parfois informel dans les petites plantations, mais aussi formalisé dans les grandes plantations, parfois contrôlées par l'État ou contrôlées par des multinationales que vous connaissez tous, comme j'aime bien citer Unilever, voilà, Lipton, Findlays, et montrer aussi l'aspect formel, syndiqué, et les mobilisations ouvrières dans ces plantations-là. Donc l'activité agro-industrielle des plantations, et donc l'ouvrier rural, mais aussi industriel, comme on peut moins l'imaginer. Et une dernière section qui s'appelle qui porte plutôt sur l'industrialisation. Et là, c'est donc une exposition de 46 photos et 23 photos, enfin quasiment la moitié de l'exposition, exactement, et 22, est regroupée dans cette partie sur l'industrialisation. Et pourquoi ? C'est encore une fois, à travers l'image, à travers cette exposition, ce qu'on voulait montrer, c'était des réalités du travail moins représentées dans l'imaginaire et l'iconographie sur l'Afrique, qu'elles soient vidéastes ou photographiques, en montrant des activités innovantes, montrant aussi des activités d'ouvriers réalisées par des ouvriers et des ouvrières, un travail qualifié.
Et donc, on a la géothermie, la première usine de solaire en Afrique, qui est présente au Kenya, qui sont aussi des photos, les parcs éoliens éthiopiens. Donc, des photos qui montrent aussi des logiques de travail industrielles et proches de nos réalités, tout en mettant la lumière sur, toujours encore une fois, la division genrée du travail dans ces industries, la présence aussi des femmes dans ces industries, et en questionnant tout ça au travers de la photo et de la vidéo. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Présentation des vidéos. Voilà. Et donc, un certain nombre de photos de l'exposition sont réalisées par Tom Durand, qui est mon frère et mon collaborateur. Et notamment, c'est des photogrammes. Donc, c'est des photos issues des documentaires qu'il a filmés sur mes terrains de recherche. Donc, on était ensemble. Moi, je réalisais les entretiens et lui, il filmait en fait ces entretiens et des plans séquences qui accompagnaient cette recherche. Et donc, on a 5 vidéos qui ont été produites, 5 vidéos documentaires, où on voit certains des ouvriers qui sont pris en photo dans l'exposition s'activer au travail. On les voit en mouvement. Donc, je vous invite à regarder aussi, à prendre le temps de regarder ces vidéos, qui est aussi de portraits de 3 minutes à des vidéos plus longues de 20 minutes. Et notamment, je mettrai l'accent sur juste des 2 thèmes, des 2 principales vidéos sur lesquelles donc, Guillaume et Tom nous présenteront des extraits et reviendront sur leur collaboration vidéaste-monteur, démonter le montage. Et donc 2 vidéos, une qui s'appelle Parole des travailleuses, donc qui donne la parole aux femmes au travail. Donc on a vraiment un focus sur ces questions de genre au travail et les défis auxquels font face les ouvrières dans la sphère privée et au travail. Et un autre documentaire qui présente la question syndicale en Afrique. Et on est dans le bureau d'un représentant syndical kényan qui représente les ouvriers des plantations. Et on a 5 ouvriers et ouvrières qui ont été licenciés par Finlays, qui travaillent dans les plantations de thé et de fleurs, et qui mènent un combat en fait, pour la reconnaissance de leur licenciement. Et donc c'est un dialogue entre le représentant syndical et ses ouvriers qui racontent leur histoire et leur combat. Qui s'appelle Is there power in the union? Le syndicat a-t-il du pouvoir? Ouais, très bien. Alors avant de passer à notre deuxième point, qui était, on voulait un peu aller plus rentrer un peu dans le vif du sujet, vous expliquer finalement pourquoi 2 chercheuses ici présentes ont décidé de faire des projets de recherche avec de la photographie ou de la vidéo. Je vais juste peut-être ajouter un point, c'est qu'on n'a pas dit, mais qui est un peu central. C'est en fait, il y a 9 personnes qui ont participé à cette exposition, photographes et ou chercheurs. Les photographies, elles portent sur l'Union des Comores, le Burundi, l'Éthiopie, le Kenya et la Tanzanie, donc essentiellement l'Afrique de l'Est. Et puis un dernier point aussi, et vous pouvez le voir parce qu'on a mis des photos à la toute fin d'exposition là-dessus. C'est une exposition qui circule, elle existe en 2 versions, en 2 jeux, on va dire. Elle circule en Afrique, donc elle est partie d'Addis Abeba, elle est allée au Burundi, au Kenya et en Tanzanie. On aimerait bien qu'elle aille aux Comores, mais appel aux dons. Donc pour l'instant, voilà, elle est en Tanzanie. Et puis elle circule également, donc l'idée c'était qu'elle soit aussi accessible aux personnes qui ont participé directement à l'exposition, photographes ou modèles, entre guillemets. Et puis elle circule donc également en France. Et on est particulièrement heureux qu'elle soit accueillie aujourd'hui à l'Espace Mendes France. La suite donc des réjouissances, on voulait donc vous parler, comme je vous disais il y a 2 secondes. Et je mets mon chrono, en fait, c'est pour être sûr de ne pas bouffer la parole de mes collègues, de nos démarches photographiques et on va dire visuelles respectives. Donc en fait, moi, j'ai pas toujours travaillé sur l'Éthiopie. J'étais sociologue du travail. Je travaillais sur des terrains français, en fait. Je suis allée en Éthiopie en 2011 pour rencontrer mon frère. C'est encore une histoire de frère-sœur, en fait. Hein. Voilà, moi, c'était pour aller voir mon frère. Et les photos que vous verrez d'ailleurs du parc éolien, en fait, c'est les premières photos que je prends de l'Éthiopie. Et j'ai été fascinée, on va dire, par l'évolution du pays, les politiques d'industrialisation. Ça m'a beaucoup intéressée. Et c'est ça qui a été le point de départ de ma recherche. Mais comme j'étais sociologue du travail, pas photographe, je me rendais compte quand je présentais le début de mes travaux en Éthiopie, je le présentais à des sociologues du travail, notamment en France ou éventuellement, on va dire, en Occident, et que les gens avaient des images de l'Éthiopie qui étaient un peu décalées. Alors, j'ai oublié de présenter ça. Voilà, le genre d'image que les gens avaient de l'Éthiopie. Alors, ça ne parlera pas aux gens qui sont nés après les années 90, mais ça parlera à tous ceux qui sont nés avant. Donc pendant longtemps, l'Éthiopie, c'était quoi déjà la chanson? Loin du cœur et loin des yeux, l'Éthiopie meurt peu à peu. Bon, je suis pas chanteuse, désolée. Je suis ni chanteuse ni photographe. Je fais pas grand-chose, je fais que des choses à moitié.
Donc en fait, c'était cette image, et ce qui est très intéressant autour de cette image, donc c'était la grande famine, voilà, qui a été hyper médiatisée en Occident sur l'Éthiopie dans les années 80. Et donc il y a eu plein de chansons. Là, je vous présente la présentation de Chanteurs sans frontières, mais il y avait aussi le Live Aid. Donc il y a eu la même chose en fait dans les pays anglo-saxons, avec des chansons que peut-être un peu mieux, mais bon, ça c'est un avis particulier, c'est un avis personnel. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette pochette de photographie, vous avez vu, on représente en fait des dunes. On a l'impression que c'est le Sahara. En fait, l'Éthiopie, c'est pas du tout au niveau du Sahel. C'est pas du tout au niveau du Sahara. Il y a ce type de paysage, vous le verrez jamais en Éthiopie. C'est assez représentatif de l'image qu'on faisait circuler à cette époque-là et qui restait en fait très ancrée. La deuxième photo que vous voyez, c'est une photo qui a été prise dans les années 80, mais elle est ressortie en fait très récemment dans Libération à la suite d'un conflit qui a éclaté, un conflit interne à l'Éthiopie, pour alerter sur le fait que ce conflit interne risquait de créer de la famine, etc. Et donc on nous ressort les mêmes photos des années 80. Donc bien sûr qu'il y a un intérêt effectivement à mobiliser du coup de l'aide humanitaire. Mais voilà, moi en tant que sociologue du travail, j'étais un peu ennuyée et du coup les photos que les gens avaient étaient un peu décalées. Éventuellement, les autres photos que les gens pouvaient avoir de l'Éthiopie, c'est ce type de photos-là, donc hyper exotiques, de tribus éthiopiennes plutôt dans le sud de l'Éthiopie. Et beaucoup de photographes encore aujourd'hui viennent en Éthiopie pour prendre ces photos-là, qui sont l'exemple même de l'exotisme, quoi. Et donc qui participent en fait de donner cette image d'une Afrique intemporelle qui n'aurait pas été touchée par la mondialisation. Et donc là encore, moi quand j'arrivais avec mes photos d'éoliennes, de parcs industriels, je me sentais un petit peu décalée. Et disons qu'en tout cas, je me rendais compte que les gens n'avaient pas ces images-là. Donc pour moi, j'avais vraiment un besoin de montrer des images. Et au début, j'ai fait des images comme tout le monde. J'ai fait des images comme ça. Parce que l'Éthiopie, c'est super beau. Et au début, j'ai fait des images parce que j'étais fascinée par le pays. Et puis au fur et à mesure, en fait, j'ai utilisé les images, pas seulement parce que j'étais fascinée par le pays, mais aussi parce que j'avais besoin, du coup, de le montrer autrement. Une petite citation de Bourdieu, c'était pour vous rappeler que j'étais sociologue et que c'était important de citer Bourdieu pour donner un peu de légitimité à mon propos. En fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que la photographie, c'était pas seulement documentaire, même si l'aspect documentaire était intéressant, c'était aussi un travail sur l'interaction. Et moi, c'est comme ça que je fais de la photographie, c'est-à-dire que finalement, quand vous prenez une photo d'une personne, ça vous apprend des choses sur son rapport au travail, sur la manière dont les individus mettent en scène leur travail. Et ça m'a amené en fait à comprendre que la photographie, c'était pas juste des images, il se passait quelque chose au moment de l'interaction. Alors je vais vous donner 2 exemples. Je fais une visite d'usine, c'était une industrie textile, et la personne qui me fait la visite, elle me dit « prends en photo ça ». Donc là, c'est un legging pour fille. Il y a ma fille qui est dans la salle, je suis sûre qu'elle serait hyper contente que je lui ramène ce genre de legging. Et là, vous avez des machines. Et donc, ce qui était important, ce qui était l'air du photographiat pour la personne qui me fait prendre la photo, c'est ça. Et moi, en fait, les photos que je voulais prendre, c'est ça. C'est des gens qui travaillent. Et ça, c'était vraiment pas du tout ce qu'on c'est pas qu'on m'autorisait pas à les prendre, mais on ne m'amenait pas à aucun moment à prendre ce genre de photos. Et je me rendais compte que quand je prenais ce genre de photos, les gens réagissaient. C'est-à-dire que les travailleurs réagissaient et que ça pouvait dire quelque chose justement de qu'est-ce qu'ils voulaient montrer de leur travail. Et j'y reviendrai sur des exemples de photographie de l'exposition. Donc ça c'était l'étape 2, autour de l'interaction. Et puis l'étape 3 de mon travail, ça a été autour de l'exposition. Je me suis dit, c'est bien ces photos de les montrer, pas seulement à mes collègues, mais de manière plus large. C'est aussi parce que j'ai eu l'occasion en fait, d'exposer des photos à l'Alliance française. Et donc j'ai fait une première exposition de photos. C'était un peu c'était déjà nouveau pour moi d'être pseudo-photographe et je devenais pseudo-exposante. Je sais pas comment on dit. Et qui s'est appelée Women at Work, qui a donc été exposée en 2018. Il y a une petite vidéo qui présente l'exposition que je vous passe pas, mais... Et ce qui m'a intéressé, c'est quand j'ai fait ces photos d'exposition, on m'a demandé en fait de faire des visites d'exposition. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un autre échelon dans l'analyse, c'est qu'est-ce que les gens reçoivent des photos qu'on met. Parce que vous les mettez sur les murs, vous dites cette photo est trop bien, les gens ils vont adorer. Et en fait, les réactions peuvent être assez étonnantes. Alors, je vous donne un exemple. Cette photo, elle était dans l'exposition de Women at Work. Moi, ce qui m'intéressait, donc c'est une photo que j'avais prise à côté de chez moi. La dame qu'on voit ici, ce qu'on appelle une goulite, c'est une vendeuse de fruits et légumes. Sans doute, elle est devant chez elle, sans doute, c'est ses enfants, ou en tout cas, c'est ses neveux et nièces. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est le côté justement dedans-dehors, domestique, privé-public. Vous voyez, cette espèce de mélange des espaces
qui fait que justement le travail, il n'est pas réservé à un espace particulier, mais ils se font en fait dans une espèce de quotidienneté et dans d'autres types d'espaces. Donc ce qui m'intéressait, c'est le jeu sur les frontières. Et je fais visiter cette expo à des enfants du lycée français d'Addis Abeba. Les enfants du lycée français d'Addis Abeba sont très majoritairement des Éthiopiens francophones, plutôt en lien avec la mondialisation, plutôt de classe supérieure. Et je dis aux enfants, bon, je vous passe, il y avait toute une approche pour leur faire visiter la photo. Ils étaient en CM2, donc c'était des petits. Je dis, par exemple, vous voyez quoi sur cette photo ? Et alors là, je tombe un peu de ma chaise. Heureusement, j'étais debout. Et ils me disent, ah bah ouais, ils sont pauvres. Et je me dis, ah oui, non, mais moi, je l'avais pas vu comme ça. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Ces enfants-là, ils voient pas le travail. Là, moi, je voyais le travail. Eux, ils voient pas le travail. Ils voient pas le travail parce que ces enfants, donc de classe supérieure, ils ont pas l'habitude d'être dans la rue. Ils sont tout le temps en voiture, ils vont pas acheter leurs légumes chez cette personne. C'est pas dans leur ère du probable, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que eux, ils se projettent pas dans ce type d'activités qui sont très loin de leurs univers sociaux. Et je me suis dit, mais finalement, la photographie, ça peut être aussi, ou l'exposition plutôt photographique, ça peut être aussi un outil de recherche autour de la réception. Donc j'ai monté une deuxième exposition qui s'appelle Industrial Work Dynamics, qui était autour de portraits. Vraiment portrait de travailleurs de l'industrie éthiopienne. Et cette exposition, elle avait une particularité, c'est que elle circulait dans des espaces de travail et elle était associée à un questionnaire. Et mon idée au départ, c'était de dire, je vais recueillir ce que les gens pensent des photos. Alors ça a été... je regarde s'il y a des collègues là qui pourront répéter ce que je vais dire. Ça a été un échec abominable, c'est-à-dire que j'ai eu très très peu de questionnaires. Alors c'était pas un échec, mais en fait les gens ne répondaient pas aux questionnaires. Mais ça a été quand même une expérience très intéressante parce que, par contre, on m'a raconté des choses. Et notamment, donc, il y avait 10 photos. Et notamment, dans une des entreprises, il y a des gens qui ont décidé comme ça de décrocher une photo. Donc, c'était une entreprise de logistique et le responsable transport qui est très lié, c'est une entreprise familiale, qui est très liée, qui fait partie de la famille du patron, décide de décrocher une des photos. J'avais envie de lui dire, c'est mon expo là. Qui t'a autorisé à décrocher une photo ? Donc ça m'a intéressée et en fait il décroche pas n'importe quelle photo, il décroche la seule photo, donc qui est celle-ci, qui est la seule photo qui concerne son entreprise. Donc sur le coup ça me paraissait bizarre, mais en fait il concerne des salariés qui avaient démissionné et qui étaient un peu considérés, et c'est comme ça qu'on me le raconte, un peu comme des traîtres à l'entreprise. Du coup je me suis dit c'est intéressant. D'une part les gens cette personne s'est sentie suffisamment en familiarité et donc c'est suffisamment approprié les photos pour se dire j'ai le droit de les enlever. C'est le premier point qui était intéressant. D'autre part, ça nous dit des choses sur les relations dans l'entreprise, des relations plutôt féodales. Ce sont mes salariés, donc ceux qui sont partis, ce sont des traîtres, donc surtout on ne les affiche pas. Et troisième point, ça montre que le travail n'est pas au cœur de la perception. Ce qui les intéresse ici, c'est pas le travail, c'est la collègue, c'est la personne que ça représente, donc quelque chose de très personnifié. Et du coup, d'une certaine manière, ça redouble l'invisibilisation du travail. C'est que oui, on voit la personne, on voit l'individu, mais par contre, on ne voit pas son activité de travail. Donc là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose à creuser autour de l'usage des photographies, y compris dans les réceptions. Ça peut nous donner des éléments de recherche ou de réflexion autour du travail, des entreprises, en utilisant du coup l'exposition. Donc, merci Constance pour cette exposition. Donc Constance, elle a un peu plus de seniorité dans sa pratique de la photographie. Elle veut dire que je suis vieille. 2 générations au travail. Elle a un peu plus de seniorité dans sa pratique. Déjà, elle est sociologue du travail, donc travaille sur les questions du travail quand même depuis plus longtemps que moi. Moi, j'y arrive par un terrain un peu autre, par un détour sur mes terrains de recherche. Et elle a aussi monté ces différentes expositions qu'elle a réussi à exposer dans les lieux de travail africains sur lesquels elle a travaillé, ce qui n'est pas mon cas. Donc, c'est une perspective passionnante. Donc, moi, je vais parler un tout petit peu moins longtemps, mais je vais quand même vous expliquer ma démarche aussi. Ça vous permet aussi de voir comment 2 chercheuses... donc de 2 disciplines différentes, mais finalement la discipline n'est pas tellement importante, à part que je cite un peu moins Bourdieu. Voilà, on a quand même des techniques de travail, des méthodes de recherche similaires. Et donc moi, en fait, pourquoi j'en viens à faire de la photo dans mes recherches ? En fait, ça commence pendant ma thèse. Et moi, ma thèse, elle porte sur un sujet bien différent que du travail. Elle porte sur les musées communautaires kényans et éthiopiens. Et donc des musées montés par les communautés locales pour raconter leur histoire, qu'ils jugent souvent oubliée par les pouvoirs publics et qui servent de ces musées, de cette narration. On peut imaginer un peu des musées du folklore, des musées
des écomusées comme on peut les connaître en France, qui racontent l'histoire du terroir, leur identité, leur culture, et qui servent aussi de plateforme à des mobilisations collectives, des revendications sur la terre, sur des droits aussi politiques, et sur plus de visibilité dans la narration nationale, le grand roman national. Donc je travaille sur deux groupes un peu minoritaires voilà, au nord-ouest du Kenya et au sud de l'Éthiopie pour cette thèse. Et donc je visite aussi pas mal de musées dans ces pays. Et au départ, ces musées sont tellement denses, et j'ai besoin aussi de travailler en termes de scénographie, de comprendre comment ils sont constitués. Et en fait, je fais des photos pour mémoriser comment les lieux sont agencés. Et je fais aussi des dessins, puisque je me rends compte que la photo n'est pas toujours suffisante à saisir la structure d'un espace. Donc je fais des croquis, je combine croquis et photographie. Et c'est aussi un moyen mémotechnique en tant que chercheuse de me rappeler comment sont constitués ces musées, quels objets sont mis en valeur à quel endroit, parce que c'est une densité d'informations très importante. Évidemment, je fais aussi des entretiens avec des gens qui travaillent dans ces musées, donc les travailleurs des musées, les travailleurs du patrimoine et les conservateurs, donc les travailleurs du patrimoine en général, les guides, les étudiants qui visitent ces musées, les publics aussi. Donc finalement, il y a aussi quand même ce travail que je fais autour d'une exposition, voilà, mais de façon plus là dans mon travail de thèse. Et donc, comme je vous le dis, j'arrive plus tard. Donc, en fait, ce musée, donc il y a une guerre civile en Éthiopie, le corona, pas mal de choses qui m'éloignent un peu des terrains éthiopiens. Et je me recentre un peu plus sur le Kenya. Et donc, ce musée communautaire que je travaille dans la région de Nandi Hills au Kenya, il est au milieu des plantations de thé. Et ce que ce musée raconte, c'est comment ces terres ont été spoliées lors de la colonisation, que tous les habitants locaux ont été parqués dans des réserves, un peu comme on l'entend aux États-Unis, des réserves natives, des réserves voilà, pour les Amérindiens, et que ces champs, ces terres ont été défrichées et transformées en plantations de thé à perte de vue, et qu'on a sédentarisé les gens et qu'on les a transformés en ouvriers agricoles. Et donc ce musée, il raconte l'autre histoire de ces ouvriers qui avant étaient des pastoralistes, qui avant avaient des chefs, des leaders politiques importants et qui se sont battus contre l'arrivée des colons jusqu'à la défaite. Et cette situation actuelle. Et du coup, je m'intéresse aussi donc à cette situation, et je m'intéresse comme ça aux ouvriers de ces plantations, aux élus qui portent la voix de ces réclamations face à l'injustice coloniale et postcoloniale. Et de ces élus, je m'intéresse, comme je vous l'ai dit, à l'électorat. Et pourquoi j'en viens à la photo dans ce contexte plus des plantations et des ouvriers, c'est parce que déjà je trouve ces paysages très très prenants, ces plantations à perte de vue, donc vous le verrez dans les photos qu'on va présenter, imaginez une mer de thé et des horizons verts, et donc là on se rend compte vraiment du monopole sur la terre. Et je trouve que pour documenter le monopole sur la terre, ces photos d'horizons théiers déjà en disent beaucoup sur cette histoire coloniale et postcoloniale, et non résolue à l'époque postcoloniale. Donc j'en viens à faire des photos de cette façon. Et puis je m'intéresse à ces ouvriers, et en fait moi dans ma pratique photographique, je me sens... Alors déjà je faisais des photos d'espace et non de personnes. Et là je me retrouve à faire des photos de personnes dans des espaces. Et donc j'ai du mal à m'approprier l'idée de faire un portrait. Je suis très consciente des logiques de domination qui s'expriment dans ce rapport du chercheur, de la jeune... J'étais jeune à l'époque, jeune femme blanche éduquée qui vient faire des recherches sur des, entre guillemets, pauvres femmes noires ouvrières de plantation de thé. Et donc pour éviter un petit peu pour essayer de casser cette domination, de ne pas la reproduire dans mon travail, en tout cas dans l'aspect photographique aussi, j'essaie de ne pas faire de portrait. Et donc moi mes photos c'est des vues d'ensemble, donc là vous en voyez une, donc c'est une usine de sucre, on voit des ouvriers en bas de la photo, donc on a un sac de sucre qui se promène, c'est la fin de la chaîne, dans une usine de sucre, et on a des ouvriers en bas qui réceptionnent les sacs dans l'entrepôt qui partiront ensuite à la vente dans différents supermarchés ou petits magasins de rue. Et donc là, on voit des ouvriers qui travaillent, mais de loin. Et donc et on a une réalité, du coup, j'essaie de documenter le travail ou la réalité d'une condition ouvrière, non pas par l'impersonnification de l'incarnation de cette figure à travers une personne, et par des photos d'ensemble et de groupe. Tu peux montrer l'autre photo aussi. Et là, typiquement, c'est aussi la fin de la chaîne, c'est le sac qui est empaqueté avant de partir vers l'entrepôt. Et typiquement, je fais une photo où on devine différents emplois ouvriers. Donc cet homme qui pèse le sac de sucre en fin de chaîne pour s'assurer qu'il fait bien le poids de 50 kg qui est indiqué sur le sac. Et là, je le prends de dos. Donc voilà. Et il y a aussi une pénombre. On devine derrière des ouvriers de maintenance avec des casques et une femme aussi un peu dans l'ombre qui met le sucre en sac, qui ferme les sacs. Mais on ne les voit pas directement. Et c'est ma façon de travailler avec la photo.
pour éviter de reproduire des choses, et aussi que les gens s'attardent sur les visages, mais regardent aussi l'information de la photo. Voilà, donc c'est aussi ma façon de travailler qui est assez différente. On le verra d'autres photographes africains ou d'autres chercheurs de l'exposition voilà, avec lesquels on a collaboré. Ce qui me fait passer à la deuxième partie. Du coup, tu peux passer la photo. Et donc, ces autres démarches, justement, donc là, je voudrais vous parler voilà, donc, d'autres façons de travailler sur ces ouvriers, d'autres façons de prendre la photo. Donc là, ces photos que vous avez vues juste avant, c'est moi qui fais un terrain toute seule dans une usine de sucre un peu décrépie du nord-ouest du Kenya, juste à côté des plantations de thé. Donc il faut imaginer, il y a un escarpement, en haut il y a les plantations de thé, parce qu'il y a de l'altitude, de la pluviométrie, et en bas on a les cannes à sucre à perte de vue. Donc c'est le même paysage, mais dans la vallée du Rift, avec une énorme usine-ville qui apparaît au milieu de ces plantations et qui est l'usine de Chemilil. Et donc en 2018, je la visite, vous l'avez, donc c'est les photos elles marchent assez mal, et je fais ces photos que vous venez de voir. Voilà. Et en 2020, j'y retourne avec Tom, dans l'idée de collaborer justement, et moi de me départir de la nécessité de faire des photos, d'avoir une caméra et de pouvoir me consacrer complètement à l'interaction qui est le cœur de mon travail et ce que je sais mieux faire, c'est-à-dire par respect, voilà, mener un entretien avec un ouvrier, voilà, avec un jeu de regard, une présence, sans avoir à en plus faire des photos pour documenter la réalité du travail que j'essaye de comprendre. Et donc Tom vient avec moi, et là il faut imaginer, il prend cette photo dans cette même usine en 2020, donc 2 ans plus tard. Oui, il filme, mais il saisit cette image voilà, dans cette usine. On a l'impression que c'est pas le même endroit, clairement. Et lui, il a un regard plus esthétique, une prise de vue. T'apportes ton regard en fait sur cet espace, sur cet ouvrier. Et en fait, c'est la même usine. C'est toujours cette usine décrépie, et ce rond de lumière apparaît en fait d'un trou dans le toit. Donc, il faut imaginer une immense usine, un entrepôt. Qui en fait où toutes les machines se sont arrêtées puisqu'elles datent des années 60, et donc les ouvriers de maintenance travaillent d'arrache-pied pour relancer le moteur, relancer l'usine, et que tous les ouvriers puissent reprendre le travail. Et donc l'équipe d'ouvriers de maintenance est au cœur de cette attente en fait de reprise de travail qui prend des mois, et donc on a un de ces ouvriers de maintenance qui essaie de relancer cette usine des années 60, et donc il travaille à la lumière du jour, avec cette lumière qui tombe d'un trou du toit et qui éclaire son ouvrage. Et donc moi j'avance, je suis en train de faire la visite avec l'ingénieur qui me raconte voilà comment fonctionne l'usine. On a des techniciens, des ouvriers techniciens partout qui travaillent, et je vois en contrebas en fait sur cette plateforme cet ouvrier avec cette lumière incroyable, et du coup moi je continue l'entretien et je dis à Tom, regarde en bas à droite, regarde l'image. Et Tom s'arrête et filme en fait ce moment. Et moi, je continue à discuter, à suivre l'ingénieur. Et Tom peut avoir le temps de prendre cette photo, de faire cette image, ce photogramme en fait. Donc c'est un autre regard sur cette même usine. Voilà. Un autre regard dont je voudrais vous parler rapidement. Je suis dans les temps, Constance. C'est la photo d'un photographe kényan, donc Sean Sitat Kasale, et son nom de photographe c'est Salient Photography. Et donc cette photo elle est prise dans les plantations de thé, et donc là vous trouvez cet horizon vert, cette mer de thé dont je vous parlais. Et donc il faut imaginer au premier plan on a voilà vraiment les feuilles de thé que l'ouvrier ramasse. Donc il ramasse le bourgeon et les 2 premières feuilles les plus fraîches. Et dans un rythme saccadé, et donc les vidéos de Tom le montrent très bien, ce rythme de ramassage qui est très très rapide et très technique. Et au fond, donc il travaille dans une petite ferme privée, au premier plan, qui appartient à une femme de la région qui emploie les jeunes du coin comme travailleurs saisonniers. Et derrière, à perte de vue, on a une grande compagnie de thé, Nandi Tea, qui est une compagnie nationale, pas une multinationale, avec là un nombre d'ouvriers très important qui travaillent sur des hectares et des hectares. Donc on a un contexte de travail, un contexte de travail ouvrier différent entre ces 2 espaces que cette photo montre assez bien, qui n'est pas toujours évident de décrypter, mais que je vous donne là comme décryptage, ce qui permet aussi de voir ce que nous on voit dans ces photos, peut-être que le public ne voit pas ou voit différemment. Et ce que je voulais dire, c'est que là, on a en fait Sean Sitat Kasale, qui a 25 ans, qui a presque le même âge que cet ouvrier, qui lui aussi sort un peu de ses études, fait de la photo, ne vit pas complètement de sa photo, comme peut-être ce jeune homme aussi ne vit pas complètement de son activité. Et en fait, il y a une amitié qui se crée entre eux dans le champ. Donc moi, j'ai fait un entretien avec cet ouvrier, ce jeune homme,
Mais Sean tourne autour de lui, il fait des photos, discute avec lui. Et en fait, on voit sur cette photo qu'il y a une complicité, une confiance qui se passe. Et Sean fait cette photo, il y a un sourire, il y a un regard un petit peu complice en coin, mais qui est aussi lié à la position et à la posture du photographe, qui lui aussi est kényan, qui lui aussi est un jeune homme, qui lui aussi comprend par la langue, avec toutes les petites expressions, l'humour, et comprend aussi, et peut-être assez proche de la position qu'occupe aujourd'hui ce jeune homme en quête d'un emploi plus stable, plus intéressant, plus lucratif, mais qui vivote, qui accumule un petit pécule en attendant mieux, en travaillant au champ dans la ferme voisine. Voilà, donc c'est ça que je voulais. Et ça, c'est 2 photos de l'exposition, enfin, c'est 5 photos en tout de l'exposition, donc pour vous montrer comment, en croisant des regards, on peut saisir des réalités de façon différente et aussi donner à voir différentes informations selon le point de vue d'où est prise la photo ou l'image. C'est toute la vertu en fait de travailler à plusieurs, c'est qu'aussi cette exposition, ça nous a donné, je pense, l'occasion toutes les deux de comparer nos façons de faire. Et Chloé, toi, tu as beaucoup l'habitude de collaborer. Moi, j'ai beaucoup travaillé toute seule. Et c'était aussi très intéressant de voir comment, d'avoir un regard extérieur sur des différentes façons de faire pour mieux comprendre sa propre pratique. Donc, du coup, je vais vous présenter des trucs un peu différents parce que justement, moi, à la suite du moment où je vous dis, je prends conscience qu'en fait, la photographie, c'est une interaction. D'abord, je change d'appareil. Enfin, je change pas d'appareil, je change de focale. J'utilise une focale fixe. Pour ne pas faire de zoom et pour que les gens voient bien que je les prends en photo, en fait, vraiment pour que ce soit... Bon, je leur demande si je peux les prendre en photo, mais pour qu'il n'y ait pas de doute sur quel type de cadrage je fais, en fait, pour qu'ils puissent avoir bien en tête le type de cadrage que je fais. Et moi, j'ai tendance à faire justement des portraits. Et le fait de faire des portraits, je l'ai beaucoup développé avec les expositions, parce que je me suis rendu compte que c'est ça qui touchait les gens, en fait. Les gens, ils étaient plus touchés par les photos, on voyait bien les travailleurs, où ils incarnaient quelque chose, etc. Et donc, c'est aussi ça, moi, qui m'a orientée vers les portraits, vers les portraits photographiques. Et je voulais aussi rebondir à partir de 2 photos de l'exposition sur ce que tu disais, autour de, finalement, on ne prend pas les mêmes photos en fonction de qui on est. Et donc, en vous donnant 2 exemples, et voir ce qui se passe au niveau de l'interaction, et qu'est-ce que l'interaction, là encore, nous dit du travail, mais dit aussi de l'interaction, du fait que les photos, elles sont prises... par Constance, qui est aussi une femme blanche de classe supérieure en Éthiopie, et peut-être que ce type de photos n'aurait pas pu être prise, ou elles auraient été prises complètement différemment par exemple par un photographe éthiopien ou par quelqu'un d'autre en fonction de son parcours. La première photo, donc c'est une photo qui est dans la section 1 de l'exposition. Elle s'appelle Fierté, je crois, ou Fière de son travail, je me souviens plus. Fière de soi. Oui, voilà, oui. Oh, mais heureusement que tu es là, en fait. Effectivement, elle s'appelle Fière de soi, fière de son travail. L'idée, c'est que toutes les photos que vous allez voir, moi, toutes les photos que je pratique, comme je le disais, je dis toujours à la personne que je veux prendre en photo, je lui demande toujours, donc en amharique, qui est la langue la plus parlée en Éthiopie, je lui dis soit puis-je vous prendre en photo en train de travailler, soit je lui dis puis-je vous prendre en photo au travail. Donc l'idée, c'est qu'il y a à la fois l'autorisation de prendre en photo et le fait que j'impose un peu ce cadre de au travail. Mais après, je laisse la liberté aux individus de réagir, pas réagir à la photo, de continuer leur travail, de me dire oui tu peux, mais de continuer leur travail, ou de se mettre en scène, parce que c'est aussi ça qui m'intéresse, la manière dont ils réagissent. Donc cet éboueur, en fait, il travaille à l'époque à côté de chez moi quand j'habitais en Éthiopie. Comme vous le voyez, en fait, il pousse un chariot avec du coup les déchets, et c'est des activités qui sont, on appellerait ça du travail indépendant en fait. Ils sont pas embauchés par exemple par la ville. Ils sont payés souvent à la quantité de déchets qu'ils ramènent. Et donc quand je lui propose, donc c'est le matin, je vais au travail, quand je lui propose de le prendre en photo, ce qui m'intéresse, c'est que finalement la première chose qu'il fait, c'est de se positionner comme ça. Donc ça veut dire les mains sur les hanches. C'est pour ça que le titre est double, fier de soi, fier de son travail, parce qu'il y a bien l'idée, d'une part, on sent qu'il est valorisé d'avoir attiré l'attention et qu'il est content de se mettre en scène. Et c'est sûr que le fait que je sois une femme blanche, ça ne doit pas être complètement anodin, parce qu'il projette sur moi un certain imaginaire. Il se dit soit que je suis une touriste, soit que je suis une expatriée, soit que je suis une diplomate. Mais en tout cas, il projette un imaginaire de cette femme issue des classes supérieures qui s'intéresse à moi. En plus, c'est un homme et je suis une femme.
Et c'est pas du coup tout anodin dans la représentation qu'il peut avoir ou de ce que je peux représenter pour lui, peut-être en termes d'opportunités. On se fait souvent proposer de se marier en Éthiopie au bout de 5 minutes quand on discute avec un Éthiopien. Alors pas tout le temps, mais pour vous dire qu'il peut y avoir aussi cet aspect-là. En tout cas, il est fier de se présenter. Mais c'est pas seulement sa fierté d'être pris en photo tout court. Il est fier aussi d'être présenté au travail. C'est-à-dire à aucun moment il essaye d'échapper à la mise en scène autour de son travail. Par exemple, il dit pas, moi ça m'est déjà arrivé quand je prends des photos, ah non mais me prends pas dans cette tenue-là, par exemple. Ou il me dit pas, attends prends-moi devant telle autre chose. Non, je le prends bien en photo dans son uniforme devant sa benne. Et ça lui pose pas de soucis. Donc on peut pas juste dire qu'il est en train de se mettre en scène personnellement, il est aussi en train de se mettre en scène au travail. Donc la fierté nous dit quelque chose de son travail. Alors peut-être parce que c'est aussi associé à une forme de virilité. On est toujours dans ce rapport homme-femme, donc pourquoi pas. Et aussi parce qu'en fait récemment, il y a eu tout un tas de campagnes en fait autour de l'embellissement de la ville d'Addis Abeba, qui ont tenté de valoriser justement cette activité de ramassage des poubelles, de mise en valeur de la ville, de fait de ne pas laisser d'ordures, etc. Et qui ont peut-être participé à revaloriser ces activités que, en tout cas, nous, on a plutôt tendance à considérer comme étant sales, dégradantes, etc. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu une expérience inverse. Donc là, c'est un homme qui est pris en photo, donc un homme noir pris en photo par une femme blanche. J'ai eu une expérience inverse. Ici, on est dans une usine textile. Donc cette photo, elle fait partie de la section industrialisation. Et là, les relations de genre sont inversées. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, cette jeune femme, elle devait être prise en photo en fait par un homme à l'origine. Donc, j'ai été contactée par un photographe qui me propose, à l'occasion de sa venue en Éthiopie, une collaboration. Donc, c'est un homme blanc d'une 50aine d'années. Et qui vient avec moi du coup sur mes terrains à l'époque industrielle. Et elle refuse en fait d'être prise en photo quand on lui propose. Elle refuse d'être prise en photo donc par le photographe. Et en revanche, donc elle s'appelle Abeba. En fait, elle s'appelle pas Abeba, c'est le pseudonyme que je lui ai donné. Donc c'est une jeune opératrice et moi je vais faire un entretien avec elle. En fait, on travaille en binôme. Donc le photographe prend des photos, un petit peu comme pas tout à fait, mais ce que tu as pu faire avec Tom, c'est-à-dire que lui prend des photos et moi, je fais des entretiens. Il faut imaginer que ces entretiens, je parle amharique, mais je ne parle pas bien amharique, donc je ne peux pas faire mes entretiens en amharique complètement. Donc je passe par le média d'un traducteur qui me traduit en français, qui est un Éthiopien avec qui j'ai travaillé, qui a une 30aine d'années, un homme avec qui j'ai travaillé sur toute la durée de mon terrain. Donc Abeba me raconte sa vie. Elle est venue chercher du travail à Hawassa. On est dans le sud de l'Éthiopie, dans le plus gros parc industriel d'Éthiopie. Elle veut s'émanciper un peu du contrôle familial. Elle a fait une formation dans l'hôtellerie. C'est quelqu'un qui est à peu près à niveau 3e. Donc, elle a fait une formation après sa 3e, si vous voulez, dans l'hôtellerie. Puis, en fait, l'hôtellerie, ça paye mal. Et donc, elle préfère, du coup, ce travail d'opératrice dans une entreprise textile. Donc, on n'est pas sur du travail non qualifié. Elle a la responsabilité d'une machine. Donc, c'est déjà du travail. Elle est déjà ouvrière qualifiée. Et cet entretien, même s'il est médié par un traducteur, il crée quand même une forme de confiance, alors fragile, un peu fugace à ce moment-là, parce que voilà, on a eu cet entretien, parce que c'est une femme et moi aussi, et puis parce que même si je parle même à l'amharique, je parle 2-3 mots d'amharique qui vont dire, qui crée aussi cet espace de discussion entre nous et qui favorise la photo. Et puis par ailleurs, j'ai pu voir sur mes terrains que les femmes sont aussi sensibles à que deviennent leurs photos et aux aspects aussi potentiellement aux connotations sexuelles. C'est-à-dire, est-ce que les photos vont pas être utilisées dans un autre sens quand c'est un homme qui prend la photo, etc. Et donc il y a aussi, ça enlève entre guillemets cette connotation, cette situation particulière de photo. Par contre, ce qui est intéressant, donc elle accepte, elle me dit après, mais si tu veux, toi, tu peux me prendre en photo. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que donc on n'a pas du tout les mêmes types de mise en scène entre cette femme éthiopienne ouvrière dans le textile et l'homme éthiopien qu'on a vu éboueur à Addis Abeba. Elle a une posture très retenue. En fait, elle se montre pas au travail. On pourrait même presque dire qu'elle se soumet un peu à l'exercice. Et en fait, c'est assez, pour moi, c'était assez aussi symbolique de la manière dont les femmes dans l'industrie éthiopienne se soumettent à la discipline industrielle. Et d'ailleurs, moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec les entrepreneurs. Ils adorent embaucher des femmes parce qu'ils disent, les femmes, elles sont plus endurantes, elles sont plus disciplinées, tout simplement parce qu'elles sont...
enfin pas tout simplement, elles sont élevées à la dure en fait dans la société éthiopienne, et donc toutes ces qualités qu'elles développent dans leur, on va dire dans leur famille, et bah, du coup elles peuvent les réutiliser dans le secteur industriel. Donc voilà, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle, elle veut pas se montrer au travail. Et dans cette photo, pour moi, il y a une forme d'ambiguïté. À la fois, j'aime beaucoup cette photo et à la fois, je suis pas complètement à l'aise. Parce que moi, mon idée, c'était de rendre visible l'invisible. Mais vous voyez bien le paradoxe, hein, rendre visible l'indivisible. Et donc, dans cette photo, j'ai à la fois... Ce qui m'intéresse, c'est à la fois Abeba, elle est à côté d'une machine qui est énorme. Et donc, et en plus, alors on le voit un peu moins parce qu'on a travaillé la photographie, mais en fait, elle est un peu à contre-jour. Et on peut avoir le sentiment qu'elle disparaît derrière la machine, ou en tout cas qu'elle est moins mise en valeur que d'autres portraits plus centrés sur l'activité des travailleurs. En même temps, c'est intéressant justement qu'elle disparaisse devant la machine parce que c'est aussi une façon de montrer que le travail industriel, finalement, c'est beaucoup de machines, ou en tout cas beaucoup d'investissements capitalistiques dans de la machine. Et puis finalement, l'investissement dans le travail, il est souvent beaucoup moins important, ne serait-ce que financièrement. Parce que les salaires sont très faibles, notamment. Et donc, c'est intéressant aussi de montrer cette machine qui avale Abeba d'une certaine manière. Et donc de ne pas objectifier finalement le corps de la travailleuse, quoi. On n'est pas sur l'idée de la mettre en valeur dans sa féminité, par exemple, etc. Mais on est toujours dans cette tension à comment rendre visible ce qui, par définition, est invisible, le travail féminin. Comment le rendre visible sans en faire un objet, comment le rendre visible tout en le rendant justice, comment le rendre visible en montrant qu'il est invisible. Moi, je m'arrête là-dessus. Merci. Moi, je vais vous emmener un petit peu, je vous ramène dans les plantations de thé. Donc, je vous enlève des usines textiles éthiopiennes pour vous ramener dans les plantations de thé et de fleurs et de sucre kenyanes. Et en fait, je voudrais revenir un petit peu sur la fabrique, de comment on a travaillé la fabrique de notre collaboration entre un vidéaste et un chercheur. Un frère et une sœur, on y reviendra aussi. Et en fait, vous expliquer un petit peu, mettre un peu les mains dans le moteur avec vous de cette collaboration, vous expliquer un peu ce qu'on a fait, et aussi, on est très friands de vos retours et vos commentaires là-dessus à la suite. Moi, juste pour vous expliquer, donc je fais mon terrain. Comme Constance l'a dit, j'aime bien collaborer. Je trouve que croiser les regards, ça apporte beaucoup dans la compréhension des réalités qu'en tant que chercheur, on essaye de saisir, notamment les réalités du travail. Et donc, on est à un mois du début de la crise du corona. Donc, on est au mois de février, février 2020 au Kenya. Et moi, j'ai réussi à débloquer du temps, 3 semaines, 1 mois, pour faire du terrain et aller à la rencontre de tous ces ouvriers de ces usines. J'ai un peu balisé le terrain, j'ai envoyé des autorisations, j'ai trouvé des chercheurs qui travaillaient sur ces endroits, j'ai contacté des syndicalistes, j'ai essayé d'ouvrir le terrain. Il faut rappeler que c'est un terrain difficile d'accès, à la fois pour des chercheurs, mais aussi pour des gens qui veulent capter des photos. On est dans des usines privées, c'est vite associé à on a peur, les patrons ont peur de l'espionnage industriel, ont peur de pas mal de la mauvaise publicité, qu'on mette en avant comment leurs ouvriers, dans quelles conditions ils travaillent, du harcèlement au travail, etc. Donc on est dans un terrain assez difficile, donc je balise, on part sur le terrain, et moi je me dis, pour multiplier mes chances de comprendre tout ça et me libérer aussi de cet aspect photographique ou capter une image, j'emmène donc un photographe kényan sur le terrain, donc Sean Sitat Kasale, pour faire l'aspect photo, et Tom Durand, donc vidéaste, pour saisir des images. Et on part tous les 3 sur le terrain. Sur place, on retrouve 2 étudiants avec lesquels j'ai travaillé, qui fonctionnent un peu comme ce qu'on appelle des assistants de recherche. On a travaillé ensemble, je les aide aussi à réaliser leurs recherches. Donc il y en a 2 étudiants en sociologie, en fait, qui font leur mémoire sur la santé au travail, sur ces questions-là, et Faith sur les femmes au travail en particulier. Et donc on travaille ensemble. Et eux, ils sont d'origine d'universités locales, donc ils sont situés dans le paysage de cette région de plantation, et ils parlent le Nandi, donc la langue locale. Et donc moi, je comprends le Nandi, mais en partie. Je parle le Swahili, eux parlent la langue locale, et beaucoup d'ouvriers parlent le Nandi ou parlent le Swahili. Donc je peux saisir le Swahili, mais je peux pas saisir le Nandi. Et donc ils m'épaulent et on mène les entretiens comme ça à 2, à 3, pendant que Tom filme ou que Sean fait des photos. Donc il faut imaginer qu'on est quand même une équipe, quoi. Une petite équipe de tournage, et c'est un peu exploratoire. Et Stanford, le chauffeur. Et c'est un peu exploratoire.
Et on se dit, voilà, on va voir ce qui sort de ça. Et moi, j'ai envie d'explorer ça. Et j'ai envie d'explorer comment je peux utiliser des photos et de la vidéo, et notamment dans un objectif plus large qui est de diffuser la connaissance, de la partager à la fois avec un public est-africain, pas que académique aussi, et aussi en France, en Europe, ailleurs, et d'utiliser l'image comme une façon de transmettre la connaissance, en fait, et pas la garder toujours sous forme d'articles ou de livres qui se limitent parfois, dont la lecture se limite à l'entre-soi académique. Donc, on part sur le terrain, et un peu le critère que je donne à Tom, enfin ce que je dis à Tom, c'est à la fois ça, je veux utiliser les images pour documenter et diffuser cette connaissance au-delà, voilà, et toi, en tant que réalisateur, documentariste, sensible à la question ouvrière, tu sauras le faire. Et ma seule condition, entre guillemets, c'est je ne veux pas de voix off. Donc au montage, au moment où on va monter ça, je ne veux pas de voix off, je veux que ce soit la voix des ouvrières et des ouvriers qui accompagnent l'image, pour éviter encore une fois aussi ces questions de surplomb, en fait, de parler à leur place, de mettre une voix off pour décrire leur situation, leurs conditions de travail. Une condition qui va s'imposer par la suite à Guillaume, qui est là et qui va monter les images avec Tom. Donc on part sur le terrain comme ça. C'est juste un petit mot sur la caméra, qui est vraiment la caméra qui est partie avec moi au Kenya, qui est une Sony FS5. Donc j'ai choisi cette caméra, c'était le meilleur compromis en termes d'ergonomie, de compacité, et une caméra suffisamment tout-terrain pour pouvoir filmer l'imprévu, quoi. Et assez facile d'utilisation. Donc dessus, il y a un zoom 18-105 mm. Avec une ouverture à 4 de diaphragme. J'espère que je ne parle pas trop chinois, mais c'est-à-dire avec une ouverture de 4 de diaphragme, ce qui est bien, mais pas forcément suffisant dans toutes les situations, surtout critiques, où on doit s'adapter à tout. Et dessus, ça c'est une petite amélioration. J'ai une bulle. J'ai 2 bulles pour faire le niveau, pour être sûr que je suis à peu près droit avec l'image, parce qu'elle se tient au niveau du ventre, comme ça. Voilà. Donc ça peut aussi vous donner une idée pour la suite de ce qu'on va raconter dans le rapport avec les gens, en fait, la grosseur de la caméra qui peut les intimider. En plus du fait qu'il fait 1m85, 82. Celui qui porte la caméra. Donc on est très visible par rapport à... Voilà. Et on est une équipe aussi, donc on a une visibilité. Donc pour revenir rapidement sur cette collaboration, on va chacun un peu donner nos points de vue. Donc moi, les avantages, comme je vous l'ai dit, c'est à la fois donc, de tester cette méthode exploratoire, de capter l'image et pour la diffuser donc, dans mes articles académiques, avoir des belles photos pour parler de ces réalités que je travaille, et en même temps d'en faire peut-être dans l'idée une expo ou de les diffuser sur d'autres plateformes plus grand public par la suite. Donc ça, c'est ce que je veux faire et c'est l'intérêt de cette collaboration. Comme je vous l'ai dit aussi, c'est se consacrer à l'entretien, c'est-à-dire ne plus avoir cette tension entre parler aux gens et en même temps avoir envie de saisir par l'image des réalités sur lesquelles je travaille. Et donc cette division de l'observation finalement entre Tom et moi qui lui s'occupe de la captation et le photographe kenyan aussi Sean qui s'occupe de la captation, ça me libère en fait de tout ça et voilà, à la fois je rate pas des moments que je veux capter et en même temps je ne biaise pas l'entretien en perdant une opportunité d'ouvrir telle question sur une autre question et de vraiment mener, ça demande beaucoup de concentration, de vraiment mener le fil de mes entretiens dans aussi ces différentes langues qui ne sont pas toujours les miennes. Ensuite, après avoir cité ces avantages rapidement, je vais venir sur les inconvénients. Ce qui était très difficile dans la collaboration, c'était la combinaison, de combiner la temporalité de mon terrain, la façon dont je faisais mes recherches et la temporalité des entretiens, des rencontres, des moments où on se serre les mains, les moments où on attend qu'on nous laisse accéder à un espace, le moment où il faut sauter sur un boda, enfin un taxi-moto, ou partir en trompe parce qu'il y a tel patron qui est dans tel restaurant et qu'il faut essayer de l'attraper avant qu'il parte, etc. Se cacher dans les plantations de thé quand le manager passe en voiture parce qu'on n'a pas le droit trop de filmer. Et donc on a des temporalités de terrain qui sont les miennes et les temporalités du film où Tom il a besoin de monter des plans séquences, il a besoin de temps. Il a besoin de poser sa caméra, de filmer à la fois l'entretien, mais aussi des images autour de l'entretien pour ensuite créer une narration. Parce qu'un film d'entretien, où on a des entretiens à la suite, ça ne parle pas forcément autant qu'un film qui combine entretien et images de ces réalités autour. Voilà. Et donc, il y a pas mal de tensions autour de ça. Moi, je veux sauter dans la voiture, partir ou sauter sur un taxi-moto ou partir dans la plantation, et Tom, il a besoin de rester. Et donc, il y a cette question-là qui est assez compliquée. Et donc, cette double temporalité du film et du terrain qui n'est pas la même.
Ensuite, on a aussi cette question de moi qui en fait occupe un petit peu l'interlocuteur, et donc du coup finalement je me retrouve dans une division genrée des tâches où moi je fais un peu quelque part la potiche. Parfois je dois meubler, je dois accompagner, je dois sourire, hein, pendant que Tom lui fait des plans séquences dans l'usine, parce qu'il faut imaginer dans l'usine de sucre par exemple qu'il y a aussi des règles de sécurité. Donc on a le droit à une visite en continu, donc un travelling en gros de l'usine, mais on ne peut pas y revenir soi-même, poser des questions aux ouvriers ou s'aventurer dans des zones un peu plus dangereuses de l'usine sans l'ingénieur. Et donc moi, finalement, je fais un peu le paravent frontal où je fais la conversation et on est là, oui, mais non, mais votre frère, c'est un artiste, oui, laissez-le faire son truc. Et Tom, il est en train de capter les images partout. Et donc finalement, moi, j'étais frustrée parfois parce que l'entretien se termine et je dois faire un peu la potiche et je me retrouve dans des relations de séduction où j'ai pas, qui me mettent pas très à l'aise et qui sont pas très confortables pour moi en tant que chercheuse femme. Mais bon, c'est un des éléments. Aussi, il y a des limites éthiques à notre collaboration, des choses que Tom voulait filmer que moi je voulais pas qu'il filme. Notamment, donc on va reprendre un peu un exemple fil rouge qui est Charity Cheruto, qui est une ouvrière des plantations de thé, qui s'est vraiment ouverte à nous, a beaucoup parlé et qui était un peu un des personnages principaux de ces documentaires. Et en fait, au contraire de plusieurs ouvrières aussi, faut pas que je parle trop longtemps. Au contraire de plusieurs ouvrières parfois qui peuvent être timides, impressionnées par la caméra, et dans des rapports où on a du mal à les faire parler, Charity, elle se présente de façon très fière, un peu comme tu disais, fière de soi, fière du travail, et elle raconte son histoire. Et donc on se dit, tiens, on a capté cette personne qui a envie de parler d'elle et qui est à l'aise par rapport à la caméra, et on la suit dans différents endroits. Et on la suit notamment chez elle, et là Tom me dit, on peut filmer cet espace privé de sa vie avec ses enfants dans cette cabane en tôle, dans un village ouvrier, un peu de briques et de broc en bordure des plantations. Et moi je refuse, parce que déjà pour moi j'ai peur du biais misérabiliste. On va filmer un peu de la pauvreté là pour le coup, et aussi en fait je vois tout de suite les retombées que ça peut avoir pour elle hors champ, hors caméra. C'est-à-dire que nous, on va partir, mais qu'il y a une équipe de tournage qui a débarqué dans son jardin, qui a fait des vidéos d'elle, et que ça peut impliquer que ses voisins commencent à lui demander de l'argent. Elle peut être cambriolée dans la nuit. Elle peut avoir aussi des pressions. Elle peut être perçue différemment par le reste des ouvriers. Et moi, je suis consciente de ça. C'est une femme aussi. Je suis consciente peut-être de ces risques pour elle. Et du coup, je ne veux pas que Tom filme. Et donc, du coup, on a une discussion, un débat. Pourquoi lui voudrait filmer cette séquence qui donne du contexte, et moi, je refuse pour des questions d'éthique aussi de chercheuse et de rapport. Je ne peux pas mettre en danger mes interviewés. Je ne veux pas mettre en danger les gens avec qui que j'interroge, quoi. Et enfin, rapidement, le dernier inconvénient, ce que la présence d'une caméra implique, donc je l'ai déjà un petit peu évoqué, donc des timidités évidemment, mais aussi le risque sur le terrain d'être avec un caméraman, donc avec une grande caméra, un pied, Tom, et d'être en équipe, et donc d'être associé à une équipe de journalistes qui vient faire de l'espionnage industriel, qui vient faire de la mauvaise bad publicity. On se fait jeter des plantations en disant we don't want paparazzi. Donc on se fait, il y a Al Jazeera et BBC qui ont fait des reportages sur les ouvrières. Sur les conditions de travail, et une de ces ouvrières a été inquiétée au travail. Donc il y a aussi tous ces éléments de contexte qui s'ajoutent à l'enquête qu'il faut prendre en compte dans les photos qu'on fait des gens, et comment on peut aussi, encore une fois, les mettre en danger. Et sur la question du consentement, on a une double formalisation du consentement à mettre en place, le consentement à l'entretien de recherche et le consentement à la captation de l'image, et donc la renonciation au droit à l'image. Et donc c'est parfois présenté, on en reparlera, mais une forme papier où on doit en fait céder ses droits et signer un papier et s'engager. Ça peut aussi faire peur, et notamment dans des contextes autoritaires, donc le cas de l'Éthiopie, mais aussi dans des contextes de milieux ruraux où ils se demandent un peu qu'est-ce qu'on va faire de leurs images. Et donc préciser à chaque fois que c'est des projets non lucratifs, qu'on ne va pas faire des beaux livres sur les ouvriers qu'on va vendre à 70 € chez Mola, et qu'on fait ça pour leur donner de la visibilité, pour leur donner une voix, et pour un objectif de diffuser de l'information sur eux, de la connaissance, sans profiter d'eux, quoi. Et donc ça, c'est aussi des choses qui demandent beaucoup d'explications au préalable pour pouvoir saisir l'image, qui des fois nous échappe à cause de la temporalité aussi un peu particulière du terrain, et qui s'adapte à la temporalité du travail, puisqu'on a des ouvriers qui travaillent, qui sont au travail, donc des fois mènent des entretiens aussi au travail. Ça veut dire s'adapter à la temporalité du travail, et c'est pas toujours évident de faire tout ça sur des temps assez courts. Donc c'est mon point de vue de vidéaste par rapport à celle de la chercheuse. Alors en listant, elle a trouvé des avantages, mais trouvé que des inconvénients, malheureusement. Non, une des premières difficultés que j'ai eues dans ce travail avec Chloé, c'était que j'avais pas de scénario documentaire. D'une certaine façon, il n'y a pas un fil narratif ou une narration
auquel je peux apporter une réponse à l'image ou une construction de l'image qui répond bien à ce qu'on essaie de raconter, puisqu'on est sur le terrain. J'étais un peu jeté dans le réel du Kenya sans avoir connaissance ou conscience de tous les enjeux entre les différents villages ou les différentes ethnies, etc. Donc Chloé, quelque part, c'est vraiment ma paire de lunettes pour comprendre ce que je suis en train de voir, ce que je suis en train de filmer, et du coup, ah oui, en fait, c'est ça, ce qui est pertinent de filmer, et du coup, qui conditionne même mon positionnement physique sur comment filmer les gens, en fait. Donc, en fait, il y a un gros travail d'adaptation en permanence par rapport à des opportunités qui se présentent ou qui disparaissent au fur et à mesure de notre voyage au Kenya. Et après, il y a le matériel qui a ses propres limites techniques, qui est parfois capricieux. Et il faut se rendre compte que là, au Kenya, il y a une très très forte luminosité du soleil, et notamment une espèce de perspective atmosphérique qui fait que le ciel est toujours très très blanc. Et quand on filme des personnes à la peau noire sombre, au moment la caméra elle a une dynamique limitée et elle n'est plus d'accord. Donc il y a un choix à faire sur en fait, la valeur d'exposition. Quelle est l'information importante que je choisis dans l'image en priorité? Donc les gens, donc les ciels éclatent souvent, mais c'est pas grave parce que ce qu'on veut, c'est les gens qui racontent leur histoire, leurs propos, etc. Voilà. Parmi les autres petites choses pratiques, mais qui peuvent mettre en danger la captation de l'image et dégrader l'information en fait de la recherche qu'on est en train de mener, c'est la poussière de la piste. Donc chaque soir, en fait, je nettoyais ma caméra à l'alcool, les câbles, etc. J'avais une poire, je faisais comme ça, c'était tout prêt le lendemain. Il faut être un peu maniaque aussi. Hein. Je disais que j'étais assistant caméra, ça fait partie des formations professionnelles, mais on n'est pas sur les métiers du cinéma, on est sur les oublié de ouvriers. mentionner les 15 copies sur les 15 disques durs toute la nuit qui tournent en boucle. J'avais 2 disques durs de 4 Tera. Et j'ai dit, non, le métier, c'est 2 disques durs de chaque côté. Et du coup, après une journée de 10 heures, je copiais tous mes rushs en 2. Comme ça, je dis, ah, c'est bon, maintenant je peux dormir. Pas beaucoup, mais j'étais l'esprit serein. Et justement, autre petit point technique sur la caméra, c'est que en basse lumière, elle est un peu âgée maintenant. Elle date de 2016-2017. Bon, c'est âgé pour la technologie des caméras. Et du coup, la restitution des informations dans les basses lumières, dans les ombres, est pas optimale. Plus l'objectif qui ouvre à 4 de diaphragme, c'est pas beaucoup. Donc, dès qu'on rentre dans une usine comme vous avez vu avec l'ouvrier qui répare avec son casque, etc., là je me dis, oh mon Dieu, ça va être hyper compliqué, sachant qu'il y a des taches de lumière très très fortes, donc je dois garder quand même du détail dans ces taches-là. En même temps, il est dans le noir absolu et il est noir, je me dis, qu'est-ce que je vais faire, mon Dieu? Donc, je suis obligé de pousser sur la caméra ce qu'on appelle le gain, c'est-à-dire la sensibilité de la caméra, mais qui dégrade un peu l'image, qui rajoute du bruit. Donc, en fait, c'est sans arrêt aussi une adaptation et des compromis entre quelle est la meilleure façon de restituer le mieux l'information par, en fait, la technique, la pratique, quand on connaît bien l'outil. Enfin, le mieux possible, en tout cas. Autre chose aussi avec la caméra, en fait, on voit quand même qu'elle a une grosse taille et que maintenant, beaucoup de documentaristes sont plutôt sur des appareils hybrides comme celui-ci ou des téléphones, oui, voilà, et qui incluent vraiment la discrétion ou un truc pas trop imposant dans la relation avec la personne filmée. Et donc ça implique je peux pas me cacher avec, quoi. D'emblée, je dois faire accepter la présence de la caméra. Mais en revenant sur une des personnes qu'on a filmées, justement, Charity Cheruto, on s'est rendu compte que c'est un peu mise en scène pour la caméra, d'une certaine façon, parce qu'on l'a accompagnée à l'église et elle était habillée sur son 31, elle voulait apparaître sur son meilleur jour, comme une bonne mère et comme une bonne chrétienne dévouée. Sauf qu'en fait, en discutant avec le prêtre, on s'est rendu compte que ça faisait plusieurs semaines qu'elle n'était pas allée à l'église. Donc on s'est dit, en fait, elle veut aussi donner l'image d'une bonne Kenyane, chrétienne, mère dévouée, en fait, parce qu'il y avait la caméra. Donc voilà. Et une chose importante que j'avais toujours en tête, c'était une de mes... mantra, on va dire, je ne sais pas comment le dire autrement, c'est le risque de reproduire moi-même une forme de violence ou une forme de domination par la pratique, par ma pratique en fait. Et notamment, je parle souvent de l'anecdote de poser un micro-cravate
sur le corps d'une femme ouvrière et moi qui suis justement, comme disait Constance, blanc, éduqué, aisé, et en face de moi j'ai une femme pauvre dans les champs ouvrières, et du coup j'ai besoin de faire ce geste technique d'accrocher ce micro-cravate sur son pull, mais moi je me dis je dois cacher le câble, et le câble en fait je dois le cacher sous son pull. Et donc tout ça, ça devient un peu compliqué en fait. La question, sans arrêt, je me la pose. Donc il y a des femmes qui ça les gêne pas, il y a d'autres qui sont gênées parce que c'est à même la peau en fait. Donc en fait, je fais pas. Et aussi, donc c'était toujours essayer d'avoir une manière respectueuse d'être à leur écoute et de les filmer aussi. Et autre chose que j'avais en tête, c'était être le plus juste possible dans la restitution de leurs paroles. Voilà. On est désolé, on a un peu dépassé le temps. Du coup, il faudrait que vous résumiez l'intervention qui reste en 10 minutes pour pouvoir avoir des questions. Mais bon, on peut aussi après discuter ensemble voilà. Eh bien, c'est parti. Alors, donc Guillaume est le monteur des vidéos, et pour moi, c'était important d'avoir quelqu'un qui soit complètement extérieur aux réalités du Kenya. Moi qui avais traversé tout le pays, qui avait ma sœur avec des injonctions, enfin en tout cas des directives de recherche dans la tête, je me disais oui c'est important, pas de domination, Bourdieu, j'étais en train de mouliner ça. Et en même temps, je me dis, si quelqu'un de complètement extérieur à tout ce que j'ai vécu moi, qui en fait j'ajoute de l'affect, de la mémoire, des anecdotes, des exigences sur les images, en fait quelqu'un qui est extérieur est capable enfin en tout cas monteur aussi, de monter, enfin s'il le rend les choses compréhensibles pour lui, ça permettra de les faire comprendre à tout le monde en fait. Et ça c'était un truc primordial pour moi dans la volonté d'ouvrir la connaissance à tout le monde. On n'a pas forcément voilà, tous les outils méthodologiques de la recherche en sciences sociales. Oui, je pense que ça vaut la peine que je précise ça au niveau de la manière de travailler. En tant que monteur, le premier geste n'a pas été de se lancer directement sur les vidéos, sur le banc de montage, dans le logiciel de montage. Il y a bien sûr eu tout un moment de visualisation des vidéos, mais aussi tout un moment d'échange, d'une part avec Tom, mais d'autre part aussi avec les autres porteuses du projet et Chloé en premier lieu. J'avais même l'impression, pendant un premier temps, d'essayer de me battre contre Chloé, ou en tout cas contre une espèce de tendance schizophrénique que pouvait avoir Tom dans le fait d'être à la fois cinéaste mais en même temps très documenté sur tout ce qu'il avait vu et à avoir à la fois des enjeux scientifiques, esthétiques, de communication avec lesquels il fallait qu'il jongle. Et du coup, il y avait aussi toute une phase de communication où j'essayais de leur demander à qui allaient s'adresser ces vidéos, quels étaient leurs objectifs, dans quel cadre ces vidéos allaient être diffusées, qu'est-ce qui va être raconté avec. Parce qu'il y avait une matière folle. Il disait qu'il n'y avait pas de scénario, forcément. À partir du moment où il y a une absence de scénario au tournage, eh bien c'est au montage qu'il faut le réécrire. Voilà, un fameux scénario montage. Bon, même quand il y a un scénario, on refait un scénario au montage, il ne faut pas être dupe. Mais du coup, ça demandait aussi... il y avait l'exploration de la vidéo, mais aussi de toutes les vidéos, mais aussi l'exploration de tous les contextes qui ont amené à cette captation et à comprendre ce que l'on va faire. À l'origine, il était question de faire éventuellement un long métrage. Et bon, je ne vais pas forcément m'étaler là-dessus, mais du coup, les différents échanges qu'on a eus ont amené plutôt à aller vers une compilation de différentes vidéos plus légères qui nous permettaient aussi d'avoir une flexibilité, une variété d'approches d'une vidéo à l'autre, ce qui nous permettait aussi peut-être d'embrasser un peu plus la variété de la matière qui avait été faite et de solutionner un petit peu l'absence de scénario qui aurait pu peut-être permettre d'avoir une approche plus unitaire de l'ensemble. On n'aurait pas pu créer quelque chose ex nihilo là où il n'y avait pas de scénario à la base, quoi. On est d'accord. Et du coup, c'est ton gros travail a été de retrouver un fil narratif entre, moi je disais, des pièces de puzzle éparpillées et de repartir à le plan, qu'est-ce qu'il raconte en lui-même, au-delà de tous les questionnements qui traversaient la recherche en fait. Et pour ça, c'était assez libérateur de se retrouver dans une situation de grande liberté aussi de format,
que n'ont pas forcément, par exemple, des personnes qui travaillent en collaboration avec France Télévisions, qui savent qu'ils doivent faire un 52 minutes, qui doit s'adresser à un large public de tel type parce que ça doit être dans tel créneau horaire. Nous, on avait aussi la possibilité, comme les cinéastes qui travaillent plutôt sur YouTube, si l'on a quelque chose qui est pertinent de le raconter en 5 minutes, on le raconte en 5 minutes. Si quelque chose est pertinent de raconter en 20, on le raconte en 20. Et pour ça, c'était assez agréable comme manière de travailler à partir du moment où on a acté le fait de se libérer du format long métrage. Oui, le but est de raconter quelque chose qui tient la route, pas de coller un format télévisuel où on n'est même pas dans un schéma de production télévisuelle en ayant posé un dossier, etc. Donc, c'est donc un travail de communicant et quelque part je l'ai ramené un petit peu à ça, bien entendu avec tout le bagage qu'il ramenait et toute la richesse et théorique et pratique et d'expérience qu'il avait eu sur le terrain et que je ne prétends absolument pas avoir et que je ne pouvais pas rattraper même en visionnant 20 fois tous les extraits. Sachant que ça a été possible puisqu'on est aussi amis et que je savais que tu avais la finesse d'analyse politique et cinématographique sur la matière que je te ramenais. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas faire du National Geographic, quoi. Voilà, je dis ça rapidement. Mais il fallait mettre en perspective et essayer de creuser ce qu'il y avait derrière les images aussi. Sans faire de sous-titres, enfin, si, des sous-titres, il y en a, mais de voix off explicative en prenant les spectateurs pour des idiots, quoi. Alors, ça, c'est un extrait qu'on a choisi tous les deux, Guillaume et moi. Ça illustre en fait comment Guillaume surtout a retrouvé un équilibre et une harmonie avec tous les plans épars. Et donc là, on est chez un prêtre pasteur évangéliste qui en fait délivre un discours assez moralisateur misogyne, sur les femmes. Et en fait, donc il déroule sa parole auprès de femmes dans son église. Et juste après, en fait, on voit Charity justement, qui en fait, par son témoignage, déconstruit ce qu'est en train de dire le prêtre. Et justement, là où on pourrait voir d'habitude le journaliste voix off qui dit « Et en fait, c'était vraiment pas bon », on préfère que ce soit par les actrices elles-mêmes, enfin, les personnages, les protagonistes, qui en fait contrebalancent le discours du prêtre, quoi. Voilà, c'était ça ce qu'on a tenté de faire. Ni mzuri kuwa mcha Mungu. Kama huyu mama hangekuwa mcha Mungu, malaika hangemtembelea. So wapendwa, unapotazama jinsi vile Mungu anatumikia wamama. Wamama ni vyombo safi machoni pa Mwenyezi Mungu. Haleluya. Wamama simujipigia makofi. Vyombo takatifu machoni pa Mungu. Kama hasio wamama ambao wanatembelewa, hatuwezi kupata watu ambao wanaweza kutumikia Mungu. Hatuwezi kupata manabii. Wanaweza sifiwe. Amen. So, unapotazama na kuona ni kwamba ni nini Mungu anatuonya. Moja ni kwamba wakati ambapo unamtumikia Mungu na unaendelea kutumia vitu ambavyo sio vizuri, wewe unajiharibu na Mungu hawezi kukutumia katika maisha yako. Wewe huwa umeharibu nyumba yako na familia yako. Maana watoto wale ambao wanasaliwa lazima wao watoto watakatifu ambao hawatumii nini? Vitu ambavyo sio visafi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Saa ile mwanamke ako pregnancy inaweza kumuaffect sababu wenda anaweza tumia force kwa kuchuna chai alafu ina shake mwili wake alafu mtoto anaweza kufanya nini? Kupast. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu kitu ya pili anaweza ugua maradhi kwa hii kazi sababu unaweza kuja asubuhi ubaridi iko. Unaweza pata ugonjwa wa nini? Wa hii ubaridi. Alafu ingine unaweza pata homa. Alafu the final one malaria. Hamjambo? Hatujambo tena. Hatujambo. Merci. Et du coup, ça montre l'équilibre qui est à l'œuvre en fait dans ce film-là sur les femmes en fait. Et en fait, tout le film contribue à déconstruire un petit peu la parole du prêtre.
Oui, et c'est quelque part, autant sur cet extrait que de manière générale, une veille que l'on avait généralement, cette histoire de plutôt partir de la matière, de plutôt aller chercher directement dans les expériences concrètes des personnes. Il y a des moments où il va y avoir des paroles dans cette même vidéo, peut-être plus frontalement à l'encontre du discours du pasteur. On vous laissera le soin de voir l'ensemble de la vidéo. Mais c'était important pour nous, comme le disait Chloé, de ne pas partir dans la voix off. Mais après, il ne faut pas être naïf. Le fait de ne pas mettre de voix off, ça ne veut pas dire pour autant que d'un seul coup, on a une horizontalité absolue. Il reste un travail de cadrage avec des choix de chants, et donc c'est-à-dire autant de choses qui ont été laissées dans le hors-champ. Il y a une sélection qui ensuite a été faite en France, ensuite avec un certain recul par deux mecs qui se sont retrouvés sur un temps assez restreint et qui avaient d'autres enjeux. Dans la Creuse, je ne sais pas si c'est encore plus spécifique. Enfin non, c'était en Haute-Vienne. D'un milieu rural à l'autre, oui. D'ailleurs, il y a des échos pour moi à des choses que je peux entendre dans les propres actualités que je peux être amené à couvrir. C'est très enrichissant. Oui, voilà, je pense qu'en fait, je vais commencer à tourner en boucle. Merci pour votre attention, on a parlé très longtemps. Est-ce que vous avez des retours, des questions, des commentaires? On est ravis d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet éclairage méthodologique et de point de vue. Je vous propose, si vous avez des questions ou des remarques, voilà, de les poser. J'arrive. Oui, merci beaucoup là, pour le temps que vous avez passé à nous expliquer votre travail, le contexte, parce que c'est important quand on lit un papier ou quand on regarde une exposition photo, de voir comment ça a été monté. Mais votre travail, c'est un regard je pense au plan scientifique, de chercheuse occidentale. Et moi, ce qui m'intéresserait en quelques mots, si vous pouviez dire, j'imagine que vous avez rencontré des collègues scientifiques locaux dans les deux pays, quel regard porte-t-il sur votre regard? Si je peux raccourcir ma question, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, en fait, moi, ça va être assez rapide. Le travail est assez peu un objet de recherche par les collègues éthiopiens. La recherche en Éthiopie, elle est drainée et par les politiques de développement et par les injonctions du gouvernement. Donc le travail n'est pas abordé en tant que tel. On va avoir des choses sur les politiques industrielles, sur le développement, etc. Et le travail n'est pas vu comme un objet de recherche, il n'est pas construit comme un objet de recherche en tant que tel. Donc moi, quand je suis arrivée en Éthiopie, que j'ai voulu même faire des collaborations avec des collègues éthiopiens, mon angle d'approche, en fait, faisait on pouvait bien sûr communiquer, discuter, etc. Mais c'était des thématiques qu'ils trouvaient presque, je ne vais pas dire exotiques, mais c'était pas construit comme un objet de recherche. Ça ne veut pas dire que pour autant ils n'étaient pas intéressés. Et sur les discussions, il y a des choses qui les intéressent, etc. Mais il faut imaginer que la recherche est extrêmement encadrée et par les financements et par le fait que c'est un pays autoritaire et qu'il n'y a pas une liberté de choix, par exemple, de ces sujets. Et de toute façon, dans la mesure où il y a une dépendance au financement, vous n'avez pas de liberté de choix de vos sujets. Et que ça oriente un petit peu la manière dont on aborde les questions. Donc voilà. Moi, je vais répondre à votre question sur un autre terrain. J'ai coécrit un article avec un collègue burundais qui est professeur d'histoire, docteur en histoire. Et donc, on a coécrit, on a fait du terrain ensemble. Je suis allée au Burundi, il m'a emmené dans ces plantations de thé sur lesquelles il travaillait. Et il est originaire de cette région. Et il est venu au Kenya faire du terrain pour sa thèse sur les plantations de thé au Kenya. Donc là, on était dans une collaboration tous les deux. Et on a coécrit, du coup, on pourrait coécrire pour le cahier des études africaines, qui est le cahier de l'EHESS, un article sur les ouvriers, les ouvrières du thé, Burundi-Kenya, qu'est-ce que ça dit, quoi. Et donc, on a coécrit cet article. Et en fait, c'est intéressant, puisque le retour de la rédaction, enfin du comité, et puis des relecteurs anonymes de cet article, mais des collègues, c'était qu'en fait, il avait un regard beaucoup trop condescendant dans l'écriture sur ces ouvriers, lui en tant que professeur burundais, sur des ouvriers burundais.
Et en fait, finalement, c'est pas que je suis la gentille, la méchante, pas du tout. Mais des fois, quand on est aux prises avec son propre milieu, c'est-à-dire que lui-même travaille sur une région qu'il connaît bien, il y a aussi des logiques de classe dans la perception du regard. Et en fait, malgré tout, il y avait des propos, des façons de formuler ces analyses, en fait, qui posaient problème. Alors, qui me posaient problème à moi aussi, mais on y retravaillait, on en discutait de façon réflexive, mais qui posait problème à la rédaction. Donc en fait, des fois, voilà, donc il avait ce regard assez condescendant, très professoral sur la condition ouvrière et parfois misérabiliste aussi. Et du coup, pour l'amener à dépasser ça, à écrire un peu autrement, il y a eu beaucoup de travail. Mais après, bien sûr, moi-même, sur le terrain, comme le dit Constance, quand j'ai travaillé au Kenya, j'ai travaillé avec un collègue professeur d'anthropologie de la santé, kényan, et on a emmené des étudiants français, 5 étudiants de français et 16, c'était que des filles, et 4 étudiants, 3 étudiants garçons et une étudiante fille kenyane en anthropologie de la santé. On a fait une formation terrain mélangée tous ensemble, où on co-encadrait avec mon collègue et les étudiants français et kenyans se mélangeaient. Et c'était très intéressant de voir aussi, encore une fois, donc on avait des divergences de regard, mais aussi les étudiants, enfin ce qui intéressait mon collègue en anthropologie de la santé, c'était aussi vraiment sur la pénibilité du travail, des thèmes finalement, entre guillemets, pas plus classiques, mais la santé au travail et aussi les loisirs des ouvriers, qu'est-ce qu'ils font en dehors du travail. Et en fait, ils sont tous alcooliques, on s'intéressait au réseau de l'alcool, etc., qui sont importants, mais du coup, moi, je m'intéressais plus au salaire de la petite semaine, le salaire journalier, qu'est-ce qu'ils font avec leur salaire. Donc, on avait aussi des approches du travail, des regards, mais des approches conditionnées aussi par nos regards. Et il n'y en a pas, bon, je ne veux pas dire qu'il n'y en a pas un plus valable que l'autre, le détour par l'ailleurs documente toujours sa propre perception. Mais voilà, c'est des regards croisés, effectivement, et parfois on est surpris de comment les collègues africains perçoivent des réalités qui leur sont plus proches que nous. Et nous, avec le recul, on peut aussi avoir d'autres choses, et c'est inversement vrai. Ce qu'on aimerait, c'est des chercheurs africains qui viennent étudier les ouvriers des plantations en France, et on attend vraiment ça avec impatience. Et moi, j'adorerais collaborer avec des collègues dans ce regard inversé, quoi. Voilà. Et ce qui est plus difficile, malheureusement, parce que souvent, les collègues africains qui font des thèses ont envie de travailler sur leur pays d'origine, et c'est tout à fait entendable. Et on aimerait aussi qu'ils viennent travailler sur la France et sur des questions similaires en France, et ce serait très intéressant aussi. J'espère que ça donne quelques éléments de réponse. Sans régler la question, évidemment. ça donne des éléments de réponse sans régler la question. Peut-être dans l'exposition, il y a aussi quand même des personnes qui ont contribué, qui sont des personnes d'origine africaine. Donc là aussi, sur la question du regard peut-être photographique, pour poursuivre en fait oui, la question. Effectivement, il y a des photographes et des chercheurs aussi africains qui ont participé. Et par exemple, là, sur les confrontations justement de regard, sur comment regarder le travail, est-ce que vous avez vu par rapport à ce que vient de dire Chloé, sur ces approches peut-être un peu différentes, enfin, c'est des lunettes, vision du monde forcément différentes. Vous l'avez retrouvé aussi sur la photo. Alors, moi, je trouve que c'est assez représentatif. Moi, j'ai pas réussi à avoir des collègues éthiopiens sur ce sujet, donc ça recoupe un peu ce que je disais. C'est la manière dont on travaille cet objet de travail. C'est pas un objet pour les collègues éthiopiens. Mais je pense que Chloé, tu peux dire 2-3 mots aussi de la manière dont Face ou Jackson ils prenaient les photos, peut-être leur approche, peut-être qui pouvait être un peu différente, puisque c'était 2 collègues kenyans avec qui tu travaillais. Donc Faith, une des étudiantes qui s'intéressait aux femmes au travail justement dans les plantations, avec qui en fait je la laissais mener une partie des entretiens. Donc moi je menais mon entretien, elle menait parfois une suite de questions qui l'intéressaient pour son mémoire, et puis parfois je la laissais faire l'entretien, je me mettais en recul et je faisais semblant de ne pas écouter. Donc je me mettais dans un coin où j'écoutais, pour en fait écouter quand même ce qui se disait, parce que je comprends quand même assez bien. Et donc j'étais dans des jeux, évidemment, dans des jeux de position qui permettent de saisir l'information. Et c'était vraiment un travail, là, vraiment collectif aussi, où il y a une partie des entretiens qui sont menés par Faith, et voilà, et qui s'intéressaient aussi vraiment à des questions particulières. Donc là, un intérêt... disons qu'elle fonctionnait avec des questionnaires et pas moi. Donc nous, on travaille plutôt avec des questions ouvertes, où on laisse la possibilité à l'interlocuteur d'ouvrir vers d'autres choses, de parler. Et après, c'est une étudiante, donc je pense qu'en France, tu aurais la même... Voilà. Et donc du coup, avec les questionnaires, et c'est aussi une forme anglo-saxonne de faire l'entretien, avec les questionnaires, on reste dans une grille. Donc en fait, il y avait des fois, je la voyais qui dépassait ça. Donc enfin, c'était très intéressant, ça nourrissait, en fait, chacun aussi nourrissait
ses approches. Et sa façon, elle s'est mise à mobiliser la photo sur sa recherche, elle s'est mise à mobiliser la photo dans son mémoire, et elle avait soumis des photos qui, malheureusement, pour l'exposition, n'étaient pas d'assez bonne qualité pour être imprimées. Ça, c'était aussi un des critères qui a limité parfois la participation à l'exposition. Et elle a commencé à faire une pratique photographique liée aussi à notre collaboration. Voilà. Par qualité, c'est-à-dire la définition de l'image. C'est pas la qualité de ce que ça raconte, du cadre. C'est un truc technique qui a empêché que la photo soit sélectionnée. C'est parce que c'était des photos de grande taille et qu'il fallait tout simplement qu'elles sortent correctement à l'agrandissement, quoi. Mais peut-être juste pour rebondir sur Face, parce que je me souviens de la manière dont elle a abordé le travail. En fait, elle était effectivement très centrée, par exemple, très centrée sur la question de la santé au travail, ce qui est une thématique hyper intéressante. Sauf que quand vous êtes centré sur la question de la santé au travail, vous êtes souvent dans des logiques assez... les pathologies, donc très centré par exemple sur les pathologies, et en fait assez peu sur l'activité. Finalement, c'est aussi une façon d'invisibiliser le travail. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser à la santé au travail, mais s'il n'y a que des chercheurs qui s'intéressent à la santé au travail, on ne parle jamais de travail. Alors, dans l'angle, si on s'intéresse que par exemple aux pathologies, et on ne s'intéresse jamais au travail, ils font quoi les travailleurs? Et c'est un peu ça aussi parfois moi en tout cas, ce que j'avais ressenti comme la limite de la dialogue, ou peut-être la complémentarité aussi du dialogue, mais donc il y avait un espace en fait qui manquait, qui pouvait être sur lequel on pouvait amener les gens à travailler, quoi. Et petite chose sur les différents regards des différentes personnes avec leurs différents parcours. Moi, quand je regarde les images que j'ai faites par rapport à toutes celles des autres, je sens fort mon tropisme cinématographique, quoi. Je sais pas comment dire, mais qu'il y a beaucoup des images que j'ai faites qui sont fort narratives. Parce que j'ai été formé comme ça. En fait, on fait une image qui raconte quelque chose. Puisque aussi le format puisque c'est la caméra, elle est aussi horizontale. Et que dans la pratique, quand je filmais et que j'étais un peu chiant pour Chloé, que je prenais du temps et que j'étais un peu artiste, c'est que je faisais attention à la position, à la lumière, etc. Donc en fait, que oui, il y a un sens peut-être de l'esthétique ou de l'esthétisant qui parfois se voit un peu plus, quoi. Voilà. Et que c'est peut-être ce que moi je perçois de ma position, peut-être que les chercheurs ont plus d'une volonté de faire une image informative pour dire c'est ça qui se passe et il faut bien comprendre ce qui se passe. Je sais pas, hein, moi je pose une question. Je suis pas du tout d'accord. Et tandis qu'au cinéma, il y a d'autres paramètres qui sont aussi la lumière, le cadre et le narratif en fait, dans l'image elle-même. Et c'est en mouvement aussi. Je me permets juste de rebondir. En fait, il y a un travail de Sylvain Connor qui est là-dessus sur la question de l'aspect esthétique de la photographie de recherche. En fait, une photographie qui n'est pas où on se dit je veux pas du tout que ce soit esthétique, c'est une photographie qui portera pas de message en fait. Bien sûr qu'il y a toute bien sûr qu'il y a toute une réflexion sur le cadrage, sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre en valeur, et que du coup en fait la dimension esthétique elle est importante parce que c'est pas juste parce que c'est beau. C'est parce que c'est le fait que ce soit beau, en fait, ce qu'on trouve beau, généralement, c'est aussi des images qui disent quelque chose. Et donc, on est obligé de passer par cet angle-là. Et donc, il y a des tas de travaux, en tout cas en recherche, en sociologie visuelle là-dessus, sur l'idée que ce que je comprends, là où tu as raison, c'est qu'il y a une espèce d'idéal de dire, ouais, on fait juste de la photo informative. Mais les gens qui font de la socio-visuelle, en fait, tu regardes très vite que non, ils font pas de la photo informative et qu'il y a toute une dimension de construction et donc aussi une dimension esthétique dans leurs photos, quoi. Voilà. L'image a un impact, une grammaire, il faut que tout marche ensemble, voilà. C'est pas une controverse du tout. Oui, moi je voudrais juste intervenir pour voir que vous avez beaucoup travaillé en famille et puis amicalement, donc il y a beaucoup d'empathie et de sympathie à la fois. Mais moi je suis très heureux de voir que des cinéastes, des vidéastes s'associent maintenant, ou du moins ou dans l'autre sens, avec des profs, des chercheurs, des sociologues. Moi, c'est un témoignage que je vais avoir là. Au début des années 80, j'ai formé des enseignants de l'Université de Poitiers à l'utilisation des magnétoscopes grand public, que vous avez connus. Au début des années 90, c'était les caméscopes qui sont arrivés, tout petits, et des professeurs sont mis à filmer. Et moi, j'étais là pour monter ces images, immontables, très souvent, immontables. Ça bougeait, c'était des panoramiques gauche-droite, droite-gauche, tout le temps, immontables. Donc j'ai essayé de sensibiliser. Je suis peut-être né un peu trop tôt par rapport à vous, parce que j'aurais bien voulu être à votre place. Ça a été très très long, très très long. Il n'y en a pas encore beaucoup de professeurs, de sociologues qui travaillent avec des cinéastes. Et le regard du cinéaste apporte un plus. C'est clair, il y a le côté esthétique pour la compréhension de l'image, mais il y a aussi le côté esthétique même de l'image. C'est très important, sur la qualité du son, etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et moi, je suis vraiment incroyable. Enfin, c'est formidable, quoi.
Donc si vous avez besoin de moi, ne vous gênez pas, parce que je suis en retraite, je suis né trop tôt. Vous inclure dans la famille. Ça, c'est des avantages aussi. Hein. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je trouve que ça donne des résultats intéressants. Voilà. Est-ce qu'il faut être en famille pour le faire? Je me pose la question, mais je ne pense pas. Voilà. C'était juste un témoignage. Merci. Alors, ne me remercie pas, c'est un partage. Oui, oui, oui. Puisque c'est une masterclass. Merci beaucoup pour votre avis. Et en fait, c'est vrai que j'ai obligé de le préciser, mais parmi les choses qu'on avait en commun dans les lignes directrices, dans les choix de ce qu'on voulait filmer, etc., c'était de donner un aspect sensible au monde du travail par l'image. Les sons et l'image, en fait, qu'il n'y a pas forcément dans le papier scientifique qu'on perçoit pas, en fait. Donc c'est pour ça que je me concentrais beaucoup sur les gestes. Et avec Guillaume, il y a eu tout un montage sonore. Il y a une des vidéos, c'est gestes et sons au travail, en fait, qui est assez courte, mais qui propose une petite balade, en fait, de ce qu'on a fait, en fait. Donc qui est complémentaire. L'aspect sensible et l'aspect théorique n'ont pas à s'opposer, mais sont complémentaires vraiment. Oui, et pour compléter sur la question du dialogue avec le domaine de la recherche, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une habitude un peu plus grande qui est prise. Là, je mets ma casquette d'animateur quand je dis ça. Je vois qu'on est amené à maintenant travailler aussi directement dans le secondaire avec des BTS qui peuvent aussi faire aussi bien de la communication que de la technique. Et récemment, on a eu, avec l'association Télé Mille Vaches, un tournage où on a pas mal intéressé des personnes de l'université de Limoges. Pour autant, ce n'est pas forcément facile d'entrer non plus dans ces milieux-là, dans les calendriers universitaires. Donc là, ça fait 1 an et demi qu'on se dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose ensemble. Et après, bon, il y a les réalités de tout ça. Mais c'est l'un des enjeux, notamment de l'éducation populaire aussi, d'amener tous ces outils, notamment audiovisuels, dans des lieux qui ne sont pas forcément, notamment l'université et tout autre milieu où ils ne sont pas forcément instinctifs. Alors même qu'avec l'importance de la vidéo, de la photographie aujourd'hui, ne serait-ce que dans les réseaux sociaux, ça devient un enjeu capital pour ne pas laisser certaines instances communicationnelles avoir tout, comment dire, 100% de cette force de communication-là. Le monopole, merci. C'est de l'éducation à l'image. Je voulais juste répondre sur le côté familial. Le côté familial, il pointe évidemment une socialisation primaire commune, où en fait j'ai confiance. On a aussi une filmographie commune, une conscience politique assez proche. On a une perspective émique avec mon frère qui fait qu'on sait qu'on va travailler d'une façon aussi avec des valeurs ou un point de vue assez proche, que si une boîte de prod me collait à un cinéaste sur mon terrain de recherche. Et du coup, j'avais une confiance en Tom que peut-être je n'aurais pas eu dans un vidéaste voilà, professionnel, inconnu. Voilà, Et autre chose sur le rapport frères et sœurs, pourquoi on travaille en famille et pourquoi Guillaume, en tant qu'ami, a travaillé avec nous, c'est aussi le manque de financement. Mais il est un peu dans la famille maintenant. Voilà. Ça pointe le manque de financement pour ces collaborations. Parce qu'en fait, quand nous, on dépose des demandes de financement pour des collaborations recherche visuelle, enfin création visuelle et recherche, on nous dit ah ben non, ça colle pas tout à fait dans les politiques, etc. du laboratoire. Bon, c'est pas vrai parce qu'on a réussi à les obtenir, mais il n'y a pas de financement propre pour ces collaborations. Et de leur côté, c'est pareil. Quand Tom a présenté ses projets documentaires pour un financement pour aller en fait à la télévision, être ensuite produit sur des chaînes télé, on lui a dit bah non, c'est trop recherche, personne ne regardera un documentaire avec des entretiens menés par des chercheurs, quoi. Et donc du coup, on se heurte tous les deux, enfin tous les deux milieux se heurtent, on veut collaborer et en fait on est aussi renvoyé dans des clichés ou dans des disciplines et des façons de travailler qui sont pas les mêmes. Il y a pas de il y a peu. Et c'est pour ça que Filmer le travail, on est content d'être là. C'est aussi des rencontres entre vidéastes et chercheurs. Et on cherche ces points de connexion, ces approches complémentaires qu'on a du mal à trouver. Donc c'est aussi pour ça que ça se fait pas beaucoup. Et du coup, on se retrouve à travailler le travail gratuit. Où moi, on travaille avec Tom, mais bon, il vient sur mon terrain, c'est moi qui prends en charge. Et puis Guillaume, il a été payé pour son travail, mais un tout petit peu par rapport au nombre d'heures qu'il a fourni. Et donc on est dans la chaîne amicale, familiale, où les gens acceptent de faire du travail gratuit pour faire vivre ce genre de collaboration et ce genre de projet, quoi. Donc ça dit encore des choses aussi, comme vous le dites. D'un engagement militant finalement aussi dans le travail. On le fait parce qu'on est convaincu que c'est important de le faire, vraiment. Et juste pour préciser, sur là où j'avais déposé un dossier pour espérer avoir un financement, en tout cas une aide au montage, j'avais mis dans mon dossier, enfin, comme point positif, l'alliance entre la partie scientifique, en parlant des sciences sociales, et la volonté d'essayer de faire une narration. À ce moment-là, j'imaginais peut-être encore possible de faire quelque chose d'un peu plus long, de 50, 60 minutes.
Et ça a été un énorme débat, on m'a dit ça après, un énorme débat entre tous les gens. Une partie qui était super motivée, ils vont travailler sur les ouvriers en Afrique, on ne connaît pas, il faut le prendre. Et l'autre, sur la question de l'auteur, qui est en documentaire, où est son point de vue, qu'est-ce qu'il va raconter lui et tout ça. Et ils n'ont pas pris à cause de ça. Parce que je n'ai pas développé assez mon point de vue en tant que moi-même auteur sur l'Afrique. J'aurais dû peut-être m'exprimer plus, je ne sais pas de quelle manière, mais et en fait, je leur disais après que moi, en fait, je voulais mettre en valeur la parole. En fait, c'était ça mon point de vue. C'était la parole des gens que j'étais en train de filmer, qu'on n'entend jamais. Et notamment tous leurs accents, la langue locale avec le Nandi, etc. En fait. Voilà. Oui, mais moi, je veux qu'ils apprennent à utiliser la caméra pour se raconter eux-mêmes. C'est ça la prochaine étape. Et pour revenir à l'aspect un peu plus économique qu'a aussi abordé Chloé, même la boîte de prod dont il est ici question, c'est plus un atelier de réalisation qui aurait été un support de diffusion bien plus qu'un lieu où on aurait pu avoir les moyens finalement de se faire plus rémunérer. Et c'est là aussi, pardon, j'ai l'impression que je remets ma casquette Télé Mille Vaches, mais tout le milieu associatif audiovisuel, mais le milieu associatif même de manière générale, qui en ce moment est pas mal attaqué par un certain nombre de choses, où il est de plus en plus difficile de pouvoir obtenir des subventions de soutien pour toutes les associations qui encore aujourd'hui en fait vivent grâce à des subsides publics suite à l'âge d'or des subventions de l'économie sociale et solidaire, sont autant d'espaces qui permettent aussi à beaucoup de personnes qui n'ont a priori pas les moyens économiques de pouvoir s'approprier tous les lieux de communication, d'interconnaissance, d'enrichissement. Et ce sont des lieux qui sont en train de s'appauvrir de plus en plus. Et en fait, moi-même, je me suis appuyé sur le fait d'être dans une association où il voulait bien que je puisse aussi travailler un peu sur mon temps employé sur le projet de Tom au moment où il est venu, quand nos calendriers pouvaient matcher. C'est le genre de choses qui, dans un milieu purement entrepreneurial, aurait peut-être été beaucoup moins faisable, tout simplement. Oui, c'est un projet qui s'est fait aux marges, qui a contourné pour juste à peu près exister, en fait. Donc, voilà, aux marges d'une asso qui n'est pas énorme, parce qu'on est frères et sœurs, etc. En fait. Donc, c'est à force de bonne volonté qu'on y est arrivé. Et de contexte économique qui existe encore à peu près, mais comme en ce moment on est loin d'aller vers le salaire de subsistance universelle, ou je ne sais plus comment il s'appelle précisément. Voilà. On organisera un autre débat sur cette question, une autre table ronde. En tout cas, merci à tous les quatre pour ce cheminement. Et ouais, on peut les applaudir, en effet. Merci beaucoup. Alors, il y aura l'exposition est présente à l'Espace Monde d'Espace jusqu'au 12 mars. Il y a 2 visites guidées qui sont prévues avec des étudiantes de Migrinter. Donc le 2 mars à 14h et le 9 mars à 14h également. Donc voilà, si vous pouvez faire circuler l'information, ce sera avec grand plaisir. Et un autre rendez-vous demain entre l'Espace Mendès France et Filmer le Travail à la médiathèque François Mitterrand, donc à 14h, avec une sociologue qui s'appelle Jawida Seili. Et on va partir d'un court-métrage qui avait déjà été montré à Filmer le Travail, peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, Clean With Me After Dark, donc sur le travail domestique des femmes et l'injonction en fait au travail domestique. Donc Jawida Seili a beaucoup travaillé sur ces questions-là et des mutations du travail. Donc donne rendez-vous et merci beaucoup. Et merci à la technique évidemment aussi pour le montage de l'exposition. Bonne soirée. Merci.